petite et grosse tentacule, bienvenue dans cette émission du dimanche. Et puis voilà, donc déjà merci à tous les soutiens, les tupeurs, et puis ouais, tous les gens sur le Discord, merci beaucoup à tous. Et puis deux trois petits merci particuliers qui vont peut-être se reconnaître. Sorti de ça, ouais, j'ai un peu une sale gueule. C'était semaine chargée niveau travaux, et puis il y a eu de la casse aussi au jardin. Suite à de l'orage, j'ai une serre qui s'est retournée, j'avais mal planté les piquets, enfin j'ai fait de la merde, elle s'est retournée dans le poulailler. Donc pas mal de casses, pas mal de cours dans l'orage après les machins, les cerfs-volants géants. Ouais, c'était un peu la galère. Et puis voilà, on va continuer à réparer tout ça. Et puis le printemps arrive, donc boulot, 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 boulot. Donc ouais, il y aura un petit peu moins de vidéos sur la chaîne, hein, c'est acté, hein, ça a déjà commencé, parce que c'est voilà, je suis avant tout un super décroissant man. Je déconne, hein, je suis au niveau 1 de Charlie Galisme, j'apprends, je commets des erreurs. Et puis bon, ouais, ça vend du rêve le côté. Mais honnêtement, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de difficultés, beaucoup de. Ouais, il y a un taux de stress qui est assez élevé, hein. On est content du projet, on bougera pas d'un iota, hein, avec Morty. Mais voilà, c'est du boulot. Ouais, ouais, bon. Passons à autre chose, passons à du jeu de rôle en fait, parce que cette vidéo va vous proposer, 1, 2, 3, va vous proposer 2 interviews. Donc, l'auteur de, j'ai bien noté le nom parce qu'à chaque fois je massacre, Argy Ropé, voilà, Frédéric Marin en fait, c'est une très belle rencontre, hein, je ne connaissais pas le monsieur, comme d'hab j'ai été familier dans la vidéo, tel un chartier mal élevé par maman, mais non vraiment, dans la vidéo il dit qu'on est le jeudi, mais il se plante complètement, on est le 24, on est vendredi au moment de la vidéo, enfin tout ça pour dire que j'ai eu un peu de temps pour rebosser un petit peu son PDF, ce qui est peut-être, hop, je le dis dans la vidéo, hein, j'ai pas eu le temps de bosser le PDF avant l'interview, ce qui est très mal. Voilà, j'ai lu qu'une petite partie, j'ai honte de moi, mais bon, plus je le lis, plus c'est une grosse claque, hein. C'est un peu, à mon avis, il se place bien pour être dans les révélations cette année. On a eu Xavier avec The Caravan l'année dernière. On a eu l'auteur de Polescar, hein, aussi, qui s'est fait remarquer parce que c'était, voilà, dans la catégorie les gens qu'on connaissait pas en début d'année, mais qui en fait finalement tu dis, ah, eux faut les tenir à l'œil, ils font des beaux trucs. Ah, je pense que Frédéric Marin, voilà, il arrive bon compétiteur pour le titre de l'auteur de l'année, quoi, l'auteur inconnu de l'année qui va devenir connu en fin d'année. Vraiment un très beau travail. Enfin, je suis assez affilé des complexes, hein. Je regarde Montmorak Xenia à côté, je regarde son boulot, l'aigreur et la jalousie, ouais, je vais aller planter mes patates, je perdrai moins de temps. Non, mais voilà, j'ai dit des conneries, mais honnêtement, non, non, très belle rencontre, très bel ouvrage, vraiment une grosse start. Puis on a aussi Olivier Ranicio, Sach Almocide pour Hémisphère. La version kilo qui est enfin dispo, donc je vais vous faire une présentation rapide et puis je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, qui est un ouvrage. Voilà, il est connu, hein, Olivier, mais plus en fait comme c'est un game designer. Voilà, parmi les game designers, il fait partie de ces game designers fous, ultra pointus, ultra voilà, à aller te casser les pieds pour un pourcentage que du coup non, c'est, enfin voilà, il est connu pour faire des systèmes ultra carrés, ultra exigeants. Voilà, on va le dire clairement. Et puis Hémisphère, c'est un gros bébé à ce niveau-là. Voilà, donc 3 bouquins et à chaque fois avec, enfin, je trouve l'approche système impacte beaucoup. Mais ouais, j'en parle juste après. La petite info du jour qui est venue cette semaine par JB, donc la news JB, tatin, la news de Krillin. Hop, le cadre de campagne Tal Doré Renaissance, que je connaissais pas du tout, hein, c'est du Critical Role qui était un des meilleurs suppléments éditeurs tiers DD5. A priori traduit chez Agathe en PDF, donc il m'a filé un lien sur machin anglais, je sais plus, game machin, faut que tu vas télécharger. A priori, il y aura pas d'édition papier. Je mets des a priori partout, hein. J'ai refait 2 minutes de recherche avant la vidéo, j'ai rien trouvé de plus que ce qui m'a filé. Mais il y a effectivement, voilà, une version française PDFable qui est récupérable. Et puis c'est a priori fait du par Agathe. Je savais pas du tout. Et puis voilà. Donc que ce soit par Agathe ou pas, hein, ça reste voilà, le gros truc de référence Riken qu'on a enfin en VF. Le PDF dans les descriptions de la chaîne pour ceux qui connaissent, qui aiment le travail de Critical Role. Et ben c'est dispo en français. Donc ouais, moi je connaissais pas du tout, hein. Donc ouais, quand ils m'ont envoyé le MP, c'était vraiment ouais, faut que t'en parles. C'est a priori un événement pour les DD5esques.
Mais bon, pour les DD5S qui suivent en plus l'univers des éditeurs tiers dans la langue de Shakespeare. Donc ouais, voilà. Bon, voilà, je suis à la ramasse. Hein, c'est pas pour rien que voilà, je obéis à JB et j'en parle. Donc c'est du dispo. Puis apparemment c'est quand même du gros voilà, c'est du gros événement pour le monde des D5 tiers français, bien évidemment. Et bah maintenant arrivons à la petite présentation d'Hémisphère. Hémisphère, ta. Les kilos. Alors déjà oui, Hémisphère c'est 3 livres. Et c'est 3 livres qui vont ensemble. Tu vas pas faire style je prends le premier, je prends pas le deuxième ou non. C'est vraiment c'est un pack, c'est un tout en un. Et d'ailleurs oui c'est un tout. Voilà. C'est vraiment un travail de grand malade. Donc le livre 1 c'est écrit dessus personnages et règles. C'est littéralement ça. Donc tout ça c'est ta créa de perso. Tu peux jouer 4 types de persos. 2 insectoïdes symbiotiques. Donc c'est des créatures en fait qui sont composées de 2 espèces de créatures. Là c'est des symbiotes. Et tu peux jouer des humains et des humains mutés. Je montre les petits dessins après. Donc tu as 4 espèces jouables. Tu as un grand continent. Ça je peux le montrer tout de suite. Fertilis. Qui est bien immense. Et puis tu as pas mal de petits secrets qui te sont tout donnés au début du livre 3. Et c'est vraiment... ça a été pensé, il en parle dans l'interview, hein, ça a vraiment été pensé comme des outils pour le meneur au moment où il fait de la partie. Donc on est vraiment sur une rédaction de jeu qui est voilà, qui se veut penser pour l'utilisation et l'optimisation le MJ quand il fait jouer. Mais vous allez voir, c'est vraiment très important en fait à partir du livre 2 et 3, tout simplement parce que bon, le livre 1, on reste dans quelque chose de classique, hein, hop, création de perso, hop, règles, même si bon, les règles ont quelques petits points non classiques, mais là on est encore dans le classique. Quand on arrive sur le livre 2 et 3, c'est là que tu dis ouais, c'est plus classique du tout. La première partie du livre 2, ça va être créer un truc. Et là, tu as créé un animal, créer un végétal, créer le passé, je vais vous prendre dans l'ordre avant d'en oublier un. Créer une aventure, créer une culture, créer une législation, créer une entité sociale, créer un animal, créer un végétal, créer un environnement, créer une maladie, créer un poison, créer le passé, créer une matière. Puis après, il y a 6 scénars. Voilà. Vous n'entendrez pas les scénars, mais il y a 6 scénars prêts à jouer. Et c'est ce genre de... Voilà. Donc là, on est encore sur une page simple pour la législation. Créer les entités sociales, bon, avec les rumeurs, les niveaux de corruption. Créer un animal, les familles d'espèces. Le créer un animal est assez épais. Hein. Parce qu'effectivement, pas comme il le dit lui-même dans son interview, c'est un monde où les loups et les chevaux, ça n'existe pas. Donc en fait, il t'a déjà créé pas mal de bestioles, mais tu as surtout tous les outils pour créer toutes les bestioles que tu veux. La petite page de dissection. Donc beaucoup de tableaux, beaucoup d'organisation. Hein. De toute façon, tout le livre, tous les livres 2 et 3, sitôt la partie les aventures, c'est un immense truc en fait d'organisation pour créer ce que tu veux. Le livre 2, c'est vraiment créer ce que tu veux, avec toutes les règles et puis de l'aide de jeu pour que tu puisses le faire. Et le livre 3, qui est une aide de jeu pour le MJ et les joueurs, c'est en fait le jeu, il est pensé pour t'as pas en fait l'encyclopédie qui va te faire une grosse description du monde. T'as toute une mécanique de mémoire qui fait que quand les personnages des joueurs arrivent quelque part, au lieu de faire des jets de connaissances, ils ont des niveaux de connaissances de base qui vont leur filer des infos et il y a une manière de gratter plus d'infos. Tout ça, c'est le livre d'aide de jeu quand tu grattes une info. Hop, là j'ai ouvert au pif, on a une bestiole, et ben en fait, tu as son arborescence de ce que tu peux acheter. Avec les coûts, voilà, est-ce que tu veux savoir des trucs sur son anatomie, son comportement ou les points de généralité. Et puis tu as toutes les infos qui sont listées. Et c'est ça pour absolument tout. Je veux dire absolument tout, c'est ça pour les bestioles, c'est ça pour les lois, c'est ça pour la ville, c'est ça pour absolument tout l'univers. C'est un truc... là, je suis dans la géographie, mais pareil. Hein. Hop, c'est ça pour tout, en fait. Tout l'univers a été, au lieu d'être présenté d'une manière classique, ça par exemple, c'est sur un clan. Au lieu d'être présenté sur une manière classique du type un peu littéraire, je te raconte le monde à mi-MJ, puis après tu te démerdes pour le transcrire à tes joueurs,
tout ce bouquin, c'est ce travail de retranscription par rapport à la mécanique des mémoires qui a été fait. Et c'est un boulot de grand malade, hein. Enfin, moi, je suis extrêmement impressionné. Il y a plus, il y a 480 pages ou tout. Je mets en fait, il y a genre 10 pages voilà, c'est même pas 10 pages. De la page 21, de la page 9 à la page 21, tu as le chapitre La grande histoire du monde, et en fait, c'est là où tu as tous les secrets, puis l'histoire du monde présentée de manière. On n'est pas dans les littératures, on te donne du fait. Boum, fait, conséquence, fait, conséquence. Et tout ça, c'est tous les souvenirs qui te décrivent le monde que les joueurs peuvent utiliser. Voilà. C'est un travail, c'est un travail de titan, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un monde assez spécifique qui intéressera pas forcément tout le monde parce que faut aimer le côté exploration, faut aimer pouvoir jouer des insectes géants, voilà, ça c'est un parti pris par rapport à l'univers, mais mécaniquement, enfin moi je suis vraiment très épaté par le travail de fond en fait qui a été fait sur cette capacité d'organisation. Enfin, c'est du jamais vu. Voilà, donc là, hop, je mets la petite pause pour vous montrer déjà les petites images du jeu. Reportage BFM, caméra au point, hémisphère. Voilà. Donc là, c'est toutes les bestioles en fait qu'on peut jouer, qui sont mis dans deux types de groupes différents. Parce qu'il a pensé en fait l'entrée dans un univers complexe, donc tu as plusieurs types de groupes que tu peux jouer, ils ont tous une petite règle pour eux qui les avantage. Là par exemple on a les citadins, là on a les vauriens. Donc citadins c'est pour les enquêtes en haut lieu et puis les magouilles et compagnie. Vauriens c'est pour les magouilles de rue, les vols, les casses et compagnie. Bon, c'est le traditionnel les mercenaires. Hop, c'est la page d'avant, faut que j'y arrive. On a les mercenaires, les explorateurs, et tous les types de bestioles jouables. Alors l'humain, c'est marrant, il s'appelle pas humain dans le jeu. Voilà, hop, les origines géographiques. En fonction du tout vient, ça va jouer sur ton perso. Un type de magie, de manipulation. Les plantes, il y a une magie qui est liée d'ailleurs à manipuler les plantes. Et là, on est dans les règles. Donc un livre sobre, aéré, hein. Ah, une sale maladie, j'ai une sale gueule. Ah, une sale bestiole. Ah, ils me font peur, les insectoïdes mondiaux. Voilà, les tableaux d'artisanat, parce que tu peux faire plein de choses, toutes les actions diverses. Voilà. Ça, on en parle pendant l'interview, en fait, mais toute la modélisation, en fait, des actions qui a été faite, c'est vraiment un travail de game designer, c'est du game design poussé à son extrémité. Hop, le livre 2. De toute façon, on va pas aller dans les scénars, donc ça se présente comme ça. Bon, là, on est dans créer une aventure, voilà, les souvenirs de région, les obstacles. C'est un tutoriel, j'oserais dire, un peu plus classique. Et là, on commence à être dans les trucs pas du tout classiques, hein. Donc, comment créer ta législation, ton entité sociale. On arrive tout de suite sur les animaux avec des branches de foufou. Ah, mais le pop-up, tu dégages pendant la vidéo. Voilà. Les plantes, les végétaux ne sont pas en reste, avec à chaque fois des dessins de présentation des types de familles. Créer les matières, parce que c'est important, les matières dans le jeu. Bon, après, on arrive aux aventures, qui ne montrent pas les aventures. Hop. Donc, c'est vraiment un boulot méticuleux, en fait. Voilà. Je pense que c'est le mot qui va avec Olivier, c'est méticuleux. Et le livre 3, qui regroupe tous les souvenirs qui sont achetables par les joueurs. Donc c'est pareil, hein, au début ils disent bien que c'est déconseillé de s'amuser à attaquer ça, de le lire dans un seul sens. C'est pas fait pour être lu comme un ouvrage littéraire par le MJ, hein. C'est vraiment, tu as une aventure qui se passe dans un coin, tu vas voir ce qui est lié à ce coin-là, ce qui est lié à ces bestioles-là.
Mais voilà, c'est pas un livre que tu es obligé d'avoir tout lu puis tout appris par cœur en tant qu'MJ pour pouvoir te dire je peux faire jouer à Hémisphère. C'est vraiment l'inverse. T'as ton aventure, enfin tu utilises des aventures qui sont déjà écrites et puis tu vas juste aller taper dedans. Bah, après tu crées tes propres aventures, bien évidemment. Voilà, c'était un petit projet de fou quand même, hein. Je pense qu'ils y ont passé des heures. Oui, je dis Olivier, mais il a quand même été aidé par Mathieu Dugas. Déjà, rendons-lui grâce. Et puis c'est pareil au niveau illustration, c'est de lui et il y a aussi quelqu'un d'autre, je sais plus, qui a fait des jolies illustrations. Tintin. Voilà, on est un peu dans ce type-là. Là, par exemple, hop, le matriarcat. C'est pas le matriarcat en général, hein, c'est un coin en fait. Là, c'est un pays. Bah, toutes les infos que tu peux avoir dessus. Je pense que vous avez compris le concept. C'est ça pour absolument tout, hein. Vous avez vu la géographie, l'histoire. Donc la géographie, l'histoire, mais tous les secrets du monde, enfin tout, il est pensé comme ça. Donc Hémisphère, un jeu qui est fou, hein, dans sa conception. Vraiment, le livre 1, on est sur quelque chose une proposition. Je mets les guillemets classiques parce que déjà le système de jeu est pas exactement classique absolu, hein, mais ça, de toute façon, Olivier en parle dans son interview. Mais le livre 2 et 3, on est vraiment sur des tours de force de game designer fou. Donc voilà, si vous êtes plutôt comme moi, des fins fous de background, machin, ça sera pas forcément. Enfin, c'est un jeu qui s'adresse à tous, hein, mais ça sera pas. Voilà, c'est pas sur le background que Hémisphère. Bah, justement, son traitement du background est variant et en plus, il propose des trucs qui sont pas vus partout. Mais enfin, ouais, voilà, je trouve que le gros tour de force, c'est tout sur cet aspect game design et juste tout boutise du game design, hein, c'est-à-dire le système de souvenirs qui est intégré jusqu'à faire un livre et du coup qui repense la présentation de l'univers pour le joueur et le MJ. C'est-à-dire c'est pas du tout voilà une compétence, petite liste de ce qu'ils peuvent savoir, puis après on fait un truc classique. C'est vraiment s'assumer jusqu'au bout. C'est ok, bah, le jeu marche avec des souvenirs. Donc tout le livre de l'univers marche avec des souvenirs. Le jeu se veut un monde complet. Il y a une partie qui est faite, mais elle peut pas, voilà, elle peut pas présenter tout l'univers. Ok, on te crée tous les outils pour que le MJ crée tout ce qui manque à l'univers. Voilà. Et ça, c'est le livre 2, et c'est assumé jusqu'au bout. Donc vraiment, voilà, c'est du parti pris de game design jusqu'où ça peut modéliser un jeu. Et puis voilà, donc c'est son premier gros et immense bébé, et puis il est enfin sorti, donc là il est déjà passé à autre chose, mais je le laisserai teaser lui-même dans son interview. Et puis voilà, donc voilà, c'était le boulot d'Hémisphère. Je reviens dessus, hein, mais donc Olivier, c'est quelqu'un qui est connu, hein, dans le milieu des game designers pour faire partie des game designers pointilleux. Et puis ouais, quand tu vois son boulot, ouais, c'est pointilleux, enfin, c'est ultra carré. Et du coup, bah ouais, du coup, quand j'en parle, je gomme l'aspect l'univers. Alors l'univers, c'est quoi? Bah, en fait, c'est une immense planète. Il y a au niveau de son centre, en fait, il y a toute une bande qui est envahie par des bestioles. C'est un gros problème pour pouvoir passer. Il y a du secret au niveau, voilà, au niveau de tout, et ça, tu as tout dans le début du livre 3. Et puis, bah, vous jouez des explorateurs. Dans l'histoire, il y a la légende d'un gros cataclysme qui a en fait amené les humains. Il y a de la magie ambiante. Il y a un niveau technologique qui accroît doucement, c'est vraiment, on n'est pas Keblo au Moyen Âge, hein, on a des entités pensantes qui disent la technologie c'est bien, puis c'est fiable, donc on va essayer de la poursuivre. Et puis voilà, puis vous pouvez jouer ce genre de personnage. Et il y a un immense univers à découvrir avec des, euh, des micro-secrets. Avec tout ce qui se passe aussi à cadre régional, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, bah, je vous laisse, je vais aller faire le montage pour présenter les deux interviews. Et puis voilà, hop, bah, bonne fin de week-end à tous, bonne semaine et montage et retournage aux patates. Salut les gens! Toujours un peu long à démarrer, démarrage aléatoire. Ah, ah, ah voilà. Eh ben bonjour à toi Frédéric, je t'accueille donc dans le cadre du financement je vais le massacrer. Vas-y, prononce pour moi s'il te plaît. Argiropé. Voilà, Argiropé.
Et puis, bah voilà, bah du coup, je t'ai même cassé les pieds cette semaine à faire ma diva du genre non, je ne t'aurai pas en interview si je n'ai pas lu ton ouvrage. Je t'ai cassé les pieds pour que tu m'envoies le background. Et je me suis niqué sur mon emploi du temps comme un blaireau, donc j'ai à peine eu le temps de lire les secrets. Donc voilà, pardon, c'est complètement ma faute dû à des impondérables à la con. Et puis du coup, mais on va quand même faire cette interview. Et puis d'ailleurs, enfin, j'ai survolé donc parce que c'est deux bouquins, le livre de règles, le background. J'ai survolé le background et je me suis surtout mangé la page des secrets. Et on a passé genre 2 minutes avant à en parler. Hein. Moi, enfin, j'ai vraiment été surpris par la qualité du texte, la densité au niveau informatif et puis le nombre d'idées qu'on a au niveau de la fin, vu que la fin c'est ce que j'ai lu. Où voilà, tu vois bien qu'il y a plein de trucs qui sont exploitables avec des petites pointes très bien vues, hein, comme par exemple le fait que quand tu tues quelqu'un, tu as une magie ambiante qui fait que tu es forcément marqué, ce qui fait que le délire du on va tuer tout et n'importe qui, ça va pas être possible là-bas. Il va falloir le calmer tout de suite. Alors, c'est tout à Et, fait possible, mais c'est ouais, effectivement, voilà, il va y avoir un vrai impact en termes de jeu et en termes de narration. voilà. Et puis sinon, bah, le fait que vous sortiez, enfin, que le background soit séparé des règles à la sortie, et maintenant je ferme ma gueule. Hop, je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, Benoît, je te remercie. C'est vrai qu'on a fait cette interview un peu euh, au saut du lit, on va pas se mentir. Hein. C'est moi qui t'ai recontacté il y a pas longtemps pour te demander si ça t'intéressait et tu as eu la gentillesse de me répondre. Donc, merci à toi, vraiment, de m'accueillir pour cette discussion. Et ouais, comme bah, la plupart d'entre vous le savent, aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, Argiropé, le jeu de rôle que j'ai écrit, est en financement participatif sur Gammon Tabletop. Et ce, pendant encore une dizaine de jours jusqu'au 3 avril. Argiropé, bah, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai envoyé à Benoît. C'est deux livres pour la gamme, hein, deux livres de base. Il n'y aura pas d'autres livres d'addition, de supplément, de ce que vous voulez. C'est un univers de Renaissance Fantasy qui est dans un cadre optimiste. Donc c'est ce que vous avez là, le livre Univers et secrets. Désolé, à cause du brillant avec la lumière, on voit peu, mais globalement, donc là, c'est Univers et secrets, un livre de 260 pages qui va décrire l'intégralité de la cité d'Argiropé, puisque nous sommes dans un jeu de rôle urbain. Tout se passera dans la cité d'Argiropé, une mégalopole gigantesque à la pointe de l'humanisme dans cet univers, pas à la pointe de la guerre, de la technologie ou de la religion, à la pointe de l'humanisme, c'est-à-dire du progrès social dans toutes les branches qui peuvent exister, incluant l'art, la religion, la philosophie, les sciences. Et ouais. Ouais, au travail d'écriture, hein, parce que je t'avais dit, ouais, ça m'a fait penser à la Élite en termes de densité d'information. Mais il y a un petit côté la cité sans nom pour tous ceux à qui j'ai cassé les pieds, genre foutez la main sur la cité sans nom, c'est très bien fait. Et ben je trouve de ce que j'en ai eu, ça m'énerve de pouvoir faire mon boulot correctement, je suis une merde. Mais ouais, vraiment, enfin c'était bien écrit et il y a pas de verbiage, il y a pas de remplissage, parce que des fois, toi, il y a la recherche du style fait qu'on peut tomber dans le verbiage, puis que au bout d'une demi-page, t'en as à te dire, oh, le mec, il sait écrire, mais qu'est-ce que je veux utiliser en jeu de rôle? Rien, je m'en fous, j'ai perdu du temps. Bah, c'est pas le cas. Ce qui est bien pour un ouvrage qui veut un niveau littéraire. Ouais, c'est dense, c'est bien tisselé, les secrets sont sympas. Du coup, le seul truc que je connais, je suis obligé de fermer ma gueule. Et Mais il ouais, y a là, pas il n'y a mal pas de de, choix. voilà, il y a pas mal de petits secrets. Secrets qui sont d'ailleurs, enfin, parce que tu as insisté sur le côté positif et puis cool de Oui. l'univers. Ah, Euh, oui. voilà. Cool. Pas cool. C'est un monde optimiste, c'est-à-dire qu'on va pas être dans de la dark fantasy, tout Ouais. simplement où l'univers te permet de te balader dans la rue à minuit sans te dire que tu vas te faire égorger, tu vas pas te faire attaquer par 14 orques au détour d'un chemin dans la cité, puisque déjà de toute façon on est dans de la low fantasy, il n'y a que des humains, et une magie qui est relativement discrète. Et l'idée, c'est d'avoir un univers qui est optimiste. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant au travers de la cité, mais au travers aussi des aventures, le côté science, le côté social, le côté art, la religion. Enfin, l'idée, c'est de proposer des scénarios assez épais, assez denses. Donc, le premier, en fait, du premier vrai scénario s'appelle Premier pas, qui est fourni donc avec la gamme sur le financement participatif. Et avec ça, en plus, il y a un écran et un tout petit scénario pour se faire plaisir qui paye pas de mine, mais qui est vraiment juste là pour s'amuser pendant 2, 3, 4 heures.
Et en fait, vous voyez, les scénarios on va partir sur du 80, 100 pages, 120 pages à chaque fois, des enfin, des aventures, des mini-campagnes, si vous le voulez, qui ont pour but de proposer des aventures qui ne sont pas forcément axées violence, mais qui par contre ont toujours des thèmes, des colorisations, enfin, ouais, une certaine couleur émotionnelle, comme j'aime le dire. L'idée, c'est d'expérimenter sur l'humain et sur plein de choses dans Argyropé. Donc oui, effectivement, mais on est dans un univers qui est optimiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas rose bonbon, il n'est pas tout blanc, il y a toutes les nuances de gris. Et dans les secrets de l'univers, on se rend compte justement que eh bien, le gris existe en beaucoup, beaucoup de teintes. Il y a plein d'endroits inattendus dans la cité. Mais bien entendu, les secrets sont à découvrir au travers du jeu, idéalement, ou pour les plus avides comme toi, on se précipite à la fin du livre puisque eh bien, dans Univers et Secrets, comme dans l'autre bouquin d'ailleurs, vous avez une tranche blanche, donc c'est-à-dire tout ce qui est accessible par le maître de jeu et le compteur et les joueurs, et une petite tranche noire grise ici avec tous les secrets. Et là, comme ça, vous savez immédiatement où vous mettez les pieds. Et donc, ouais, comme tu disais, il y a aucune règle dans le premier livre. Il n'y a pas de moteur de jeu. L'idée, c'est de proposer un guide touristique presque, hein, un guide extrêmement complet, très fouillé. J'espère avec pas trop de verbiage, mais heureusement, le livre a déjà été relu. Bon, comme vous pouvez le voir, il est fini, hein. Il est maquetté, il a été relu, il a été totalement illustré. Il y a globalement, il y a plus de travail à faire, si ce n'est éventuellement une relecture communautaire qui aura lieu pendant le mois après le financement participatif, parce que forcément, il reste des typographies et des erreurs que l'on n'a pas relevées, malgré les différents très très bons acteurs qui sont passés sur la relecture. Et donc, vous avez le livre de règles qui, lui, propose un moteur de jeu qui a été calibré pour Argyropé. C'est-à-dire qu'il prend en compte qu'il n'y ait que des humains, que l'humain soit avant tout le moteur des scénarios, c'est-à-dire qu'aussi on joue pas des sacs à PV, on va pas jouer des assassins bourrins, on va jouer des gens du commun, ni héros ni anti-héros, qui sont propulsés en fait dans les aventures de la cité et qui se distinguent des autres par un peu plus de panache, un peu plus d'esbrouf, qui a d'ailleurs ses propres règles associées. Et l'univers de règles propose aussi un bestiaire, donc c'est règles et bestiaires. Pareil, tranche noire, donc c'est là où normalement les joueurs ne sont pas censés aller mettre leur museau, dans lequel on a plus de 70 personnages non-joueurs typiques que l'on peut rencontrer. Gardes, ouvriers, geôliers, ministres, ce que vous voulez. Des animaux, puisque les animaux existent, hein, on est dans de la low fantasy, mais vaches, cochons, serpents, ce que vous voulez. Et aussi quelques petites choses inhabituelles. Pas de vampires, pas de loups-garous, pas d'orques, pas de gobelins. On est dans la low fantasy, mais il existe certaines choses puisqu'il y a un peu de magie. Et donc, il y a quelques bestioles bizarres que l'on peut rencontrer. Mais ça représente 1% des ennemis typiques que l'on pourrait affronter dans Argyropé si on part sur cet axe-là. Et soit on parle des règles, soit on parle de la ville, mais tu as une préférence? Faut présenter les deux. Donc, Fais-toi plaisir. du coup, oui, alors au niveau de la ville, qu'est-ce qui, selon toi, la caractériserait? Toi, du survol que j'ai fait, il y a quand même bien le côté, enfin, géographiquement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin, elle a des signes particuliers et il y a tout, ça, de toute façon, c'est même accessible aux joueurs, il y a tout le côté aussi construction qu'elle est pensée en 3D. Ouais, exactement. Alors, on est dans une Argyropé, comme je dis, c'est la Renaissance fantasy urbaine. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment jouer dans de l'urbain. Argyropé est une gigantesque cité, la plus grande du continent connu dans l'univers, qui est bâtie sur une colline argentifère, c'est-à-dire qu'il y a des ressources de minerais d'argent dedans qui ont été exploitées pendant des décennies et qui, au fur et à mesure, ces galeries, ces grottes, ces cavernes ont été ensuite, le filon est épuisé, elles ont été maçonnées, elles sont devenues de vrais quartiers. Ce qui fait que l'on joue à la fois donc sur la colline, dans la cité qui s'est construite sur la colline et autour, mais aussi dedans, puisque il y a l'inframonde et c'est pas un milieu, c'est pas un cloaque, pas du tout. Vous avez des niveaux souterrains qui représentent autant de districts, de quartiers, qui permettent en fait de jouer différents styles. Un style plus claustrophobique, même si encore une fois, on n'est pas dans des quartiers qui vont puer la misère et le danger, pas du tout, mais qui vont avoir d'autres styles de vie, puisque les gens vivent dans l'obscurité ou dans le sombre au minimum. Il y a des problèmes différents de ceux de la cité de l'extérieur, comme le recyclage de l'air, comme les nappes phréatiques, ce que vous voulez. Enfin bref.
On a une cité donc tridimensionnelle et on a une cité en fait qui est, comme tu dis, géographiquement, elle est enclavée en fait dans une grande plaine fertile qui lui permet d'obtenir bien toute la subsistance nécessaire. Et après, au bout d'un moment, on arrive dans une forêt de chenus, bois la lune, et au-delà, plus rien n'est décrit. Vous avez dans le livre de base, ça c'est le domaine d'Argyropé, le domaine gyropéen. Il n'y a plus rien qui est décrit. Et pourquoi? Parce que le premier truc que tu vas me dire, si tu as pas eu le temps de lire malheureusement, c'est pourquoi est-ce que mes joueurs, eh ben, ils vont pas aller visiter les autres cités du continent? Pourquoi pas la capitale du Grand Empire? Eh bien, tout bonnement parce que Argyropé souffre de plusieurs anathèmes, des malédictions dont on ne connaît pas l'origine. Et l'une d'entre elles s'appelle la mélancolie. C'est une sorte de maladie mentale que l'on acquiert quand on reste trop longtemps à Argyropé. Ça va de quelques jours à peut-être jusqu'à un mois, ça dépend des personnes. Et ce qui fait que on ne peut plus physiquement quitter l'enceinte d'Argyropé, traverser Bois-la-Lune sans qu'il y ait la mélancolie qui s'active. Et ça représente une sorte de dépression, un vague à l'âme, une nostalgie qui empreint le cœur des gens au fur et à mesure qu'ils s'éloignent d'Argyropé. Et ça va aller de pire en pire jusqu'à en fait aller à la dépression profonde et le suicide des personnes. Et donc, en fait, on comprend qu'avec ce châtiment, cette mélancolie, pardon, eh bien, on contraint l'ensemble du jeu à Argyropé et dans Argyropé. Pour cette raison, les joueurs ne n'iront jamais ailleurs dans l'univers. C'est une manière pour moi, c'était une manière intradiégétique de pouvoir expliquer pourquoi on a de la Renaissance fantasy urbaine et pourquoi on ne va pas aller se balader dans un volcan ou dans un glacier, par exemple, ou dans d'autres Ouais, villes. on ne va pas aller faire le tour du monde, ça se passe ici. C'est pas le but, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une cité qui est très grande, comme tu dis en 3D, et surtout qui est extrêmement peuplée avec 91 quartiers différents, avec chaque quartier des spécificités. Chacun d'entre eux fait la taille d'une petite ville. Il y a largement de quoi jouer pendant des années sans avoir l'espèce de vague à l'âme de faire des grands périples dans le reste de l'univers. Et niveau règles, tu nous présenterais ça comment? C'est très simple. En termes de règles, en fait, je suis parti sur quelque chose qui soit simple à apprendre. C'est-à-dire qu'un débutant comme un chevronné du domaine va rentrer dedans et en 5 minutes, les règles de base sont expliquées. Les règles sont relativement simples mais pas simplistes. Et surtout, après, il y a des couches successives que tu peux ajouter en tant que compteur pour complexifier la chose pour les joueurs qui sont un petit peu plus friands de belles mécaniques. Alors, pour le système de jeu, c'est vraiment simple. On parlera de la création de personnages après. Mais là, on est sur un des 10 que tu lances. Tu ajoutes tes points de compétences. Il y a 32 compétences, c'est tout sur ta feuille de perso. Il n'y a pas de caractéristiques, force, dextérité, constitution, ce que tu veux. Il y a des compétences qui vont expliquer tout ce que sait faire ton personnage. Ça s'étale de 0 à 5 en début de partie, plus avec l'expérience éventuellement. Tu lances ton dé de 10, tu regardes la valeur que ça donne, tu additionnes tes points de compétence et tu compares ça à un continuum de réussite. 0 échec critique, donc 0 sur le total des deux. Échec critique, 1 à 7, échec. 7, 8, 8, 9, pardon, c'est un succès partiel. Donc ça fonctionne, mais il va y avoir une petite chose qui va se passer supplémentaire, inattendue, qui va créer du jeu. 10 à 14, succès. 15 et plus, succès critique. Donc en fait, l'idée de ce... Et là, tu as 90% des règles nécessaires pour jouer. L'idée de ce système, c'était d'avoir quelque chose qui aille vite, donc pouvoir faire dérouler les tests de compétences et les combats de la même manière, parce qu'il y a les compétences de combat sont dans les compétences tout court, et surtout que tu n'aies pas besoin d'avoir une interaction avec le compteur. Le compteur va pas dire, bon alors, ça va être un seuil de difficulté de 14, tu me rajoutes 7 points ici, machin truc. Non. Là, tu lances ton dé, tu sais déjà si tu as réussi. Ce qui fait que tu continues ta description, tu continues ton jeu. Et tout le principe d'Argyropé, en tout cas du moteur de règles d'Argyropé, c'est d'avoir un jeu qui soit fluide et qui mette la narration au premier plan. On lance encore des dés, mais pas excessivement. On va surtout se focaliser sur le roleplay pour faire avancer l'intrigue. Encore une fois, c'est l'humain avant tout. Petite question, comment est gérer la notion de difficulté? Pour le coup, la difficulté à ce moment-là, si tu vas avoir des modificateurs ou des malus ou des bonus extrêmement typiques, de plus 1 à plus 5 ou de moins 1 à moins 5, et c'est à peu près tout. Mais ça va être, c'est le compteur qui te le dit si tu en as besoin, mais c'est vraiment un cas, c'est particulier, c'est des cas particuliers.
Et pour te donner une idée, l'un des ingrédients du moteur de jeu s'appelle le panache. Le panache, c'est donc cette espèce d'entrain journalier que l'on a, cette vigueur quand on se lève après une bonne nuit de sommeil. C'est le peps que tu n'as pas aujourd'hui, visiblement. Ouais, ouais. Tu as mal dormi, tu me disais. Zéro panache, de la Voilà. merde. Mais tu vois, chaque personnage de ce jeu, quoi, chaque personnage qu'on incarne, eh bien, il a au lever du jour, un dé de 10 plus 10 points de panache. Et il peut utiliser ces points de panache comme il veut pour, par exemple, augmenter la valeur d'un dé. Tu lances ton dé de 10, il a fait 7 par exemple, et ben, tu peux décider de l'augmenter jusqu'à sa valeur maximum. Plus de points, tu le montes à 9 et ça peut t'aider à réussir une action. Ok, Alors déjà, donc le tu 10 notes vaut pour 0. D'accord. exactement. Le 10, normalement, sur ton dé, tu sais, ça va de 0 à 9 sur nos dés de jeu de rôle. On dit toujours que le 0, c'est 10. Pas dans RJROP. RJROP, ça va de 0 à 9, véritablement. Déjà, on simplifie l'action, on simplifie le attends, 0, donc 10. Hop. Et surtout, ton dé peut te faire 0. Tu peux faire un échec critique sur ton dé. Et en fait, donc, tu peux augmenter cette valeur jusqu'à la valeur maximum de ton dé, 9. Tu peux 1, 2, 3, 4, 5 points de panache, on s'en fiche. L'idée, c'est que tu fais ton test de compétence. Tu vois que c'est un échec. OK, il te manque 4 points pour y arriver. Même pas besoin d'en parler au compteur. Tu dis, bah écoute, je prends du panache, je prends 4 points de panache, ça augmente ma valeur du dé, ça me permet de dépasser le seuil donc, du succès, et mon action fonctionne. Oui, mais pour qu'elle soit validée, la seule chose qu'il y ait à faire, c'est juste qu'il y ait de la description. C'est-à-dire que tu dois mettre du panache dans ce que tu fais. Tu sais que tu vas rater ton action, et ben tu décris comment tu sauves l'action au dernier moment grâce à ce panache, à cette vigueur qui est en toi. Tu dépenses les points, l'action est réussie, et encore une fois, le maître de jeu, il reste et l'action continue, elle se déroule de manière fluide, ouais, fluide. Le panache peut être utilisé à d'autres choses. Par exemple, il peut être utilisé pour la magie. La magie dans RJOP, tout le monde y a accès. N'importe quelle personne, personnage, joueur ou non-joueur, a accès à de la magie. Mais cette magie, elle n'est pas violente fondamentalement. C'est une magie qui ne peut être appliquée que sur soi ou éventuellement sur les objets, les animaux, mais jamais lancée comme une boule de feu sur quelqu'un d'autre, sur un autre humain ou ce que tu veux. La magie, elle est personnelle, elle est intime. Elle va faire pousser des fleurs, elle va changer la force d'un cours d'eau, elle va te permettre de communiquer avec les animaux, mais elle ne te fera pas invoquer des démons, elle ne te fera pas arrêter le temps ou faire des chutes de météorites. On est sur une magie qui est douce, feutrée, qui a pour but en fait d'aider les joueurs à trouver des solutions innovantes à des problèmes plutôt que de combattre, vraiment. Et pour utiliser un sort, eh ben, c'est pas difficile, pas de composantes, pas de formule, pas de bouquin, ce que tu veux. Un point de panache. Tu décris l'action et ça roule. Ok. T'avais dit on garde les persos pour plus tard, mais tu peux perso, vu que tu nous as fait une petite description système plus magie. Les persos, c'est assez simple. Donc, comme je te disais, on va jouer des humains, ni héros ni anti-héros, des gens du commun. Et par gens du commun, j'entends n'importe quelle personne dans la cité d'Argyropé. Tu peux décider au début de ton jeu de dire, bah voilà, moi j'ai envie d'incarner un membre de la garde. Soit. Moi j'ai envie d'incarner un fossoyeur. Moi un botaniste de l'université. Moi un mineur des mines d'argent d'Argyropé. Moi j'aimerais bien être ministre. C'est possible. En fait, dans Argyropé, tu n'as pas de classe de personnage, tu as des métiers dans lesquels tu rentres en apprentissage et tu as des grades de métier, mais augmenter de grade de métier ne te donne pas accès à plus de compétences, plus de magie, ce que tu veux. Pas du tout. C'est juste ton occupation et cette occupation va avoir un impact, une résonance dans les compétences que tu fais. J'en parle après. L'idée, donc, que tu crées ton personnage et tu vas créer ton personnage par étapes de sa vie. C'est-à-dire la naissance, l'anthropométrie, les humeurs qui vont te caractériser, donc globalement deux adjectifs qui te permettent de décrire ta personnalité, les deux traits principaux, on va dire. Et ces traits principaux, ces humeurs, sont liés à de la magie, à des domaines de magie. Ce qui fait que tu ne choisis pas ton domaine de magie ou tes domaines de magie quand tu crées ton personnage, tu choisis des humeurs et ces humeurs, elles ont un code et le compteur te dit, bah écoute, tu as accès à la magie de la terre, à la magie de la flore, à la magie du métal, ce que tu veux. Enfin, ce qui est donné, il y a 11 domaines de magie.
Donc Est-ce déjà, que du coup, il y a les nombres d'humeurs aussi à limiter ou pas? non, tu peux. Alors, pour le coup, il y a, je sais plus, il y a 3 pages entières d'humeur, 3 tableaux. Mais si tu veux créer une nouvelle humeur, avec le compteur, vous vous mettez d'accord pour créer une nouvelle humeur et lui, il lui assigne, comme les règles sont expliquées, eh bien, un domaine de magie. Donc, tu peux vraiment, si l'adjectif que tu cherches n'est pas dedans, il n'y a aucun problème, c'est libre. Tu vas ensuite faire évoluer ton personnage. Tu as des points de compétences innés, donc qui sont tirés au hasard. C'est un peu si tu es particulièrement doué de nature dans le dessin, dans le commerce, dans les sciences de ce que tu veux. Et puis ensuite, tu vas entrer en apprentissage. Donc, tu choisis le ou les métiers que tu souhaites. Et tu complètes ta feuille de personnage avec quelques points qui sont donnés en plus pour avoir tes compétences comme tu les choisis toi-même. Il n'y a pas de, il n'y a pas de Genre, compétences imposées t'es né sur à toi. tel endroit de quartier, tes points, tu dois les mettre là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on évite. Là, l'idée, c'est d'avoir un personnage que tu vas fignoler jusqu'au bout, comme tu le sens. Si tu as envie de faire quelqu'un qui est un juriste et qui ne connaît rien aux lois, tu peux le faire. C'est pas un problème. Après, en jeu, ce sera rigolo à jouer. Les clients, ça va être un problème, hein, je veux dire. Exactement, exactement. Mais tu peux, je veux dire, fondamentalement, l'idée, c'était de ne pas brider les joueurs dans la création de leur personnage. Et ensuite, eh bien, tu vas simplement répartir tes derniers points de compétences et tu te lances. Ton personnage va être simplement guidé par ses points de compétences et ses métiers, sachant que lorsque tu fais un test pour réaliser quelque chose, si ton métier est en adéquation avec le test que tu fais, tu vas ajouter les bonus de métier. Plus tu as progressé dans ton métier, plus tu as de bonus. Plus 1 au premier rang, plus 2 au premier rang, au deuxième rang, plus 3 au troisième rang, tout ça. Ce qui fait que, par exemple, tu prends un maçon, par exemple, dans le jeu, un maçon et un boulanger qui sont en train de faire une aventure, et ils arrivent en fait devant un mur, ils sont persuadés qu'il y a une sorte de trappe ou d'ouverture secrète. Les deux font un test de fouille, ils ont exactement le même degré de compétence dedans, mettons 3 points, mais ils font le même résultat au dé, par exemple, mais le maçon, lui, parce qu'il va toucher à de la pierre, il connaît les briques, il connaît le mortier, tout ça, il va ajouter ses bonus de métier dedans. Ça va naturellement, en fait, le métier va naturellement faire l'écart entre ceux qui sont formés et ceux qui ne sont pas formés à à la compétence qui est requise. Oui, ok. C'est pas bien compliqué, hein. Fondamentalement, ça va très vite à ingurgiter. Et avec ça, tu te lances. Ça se rattache pas mal enfin, tu as plein de concepts qu'on a déjà vus bricolés à sa manière. Donc, à partir du moment où tu n'as rien de fondamentalement tout nouveau, tout étrange, tu te dis, ah, va me falloir 8 heures d'une partie pour bien saisir. Pas On est du en tout. terre inconnue, quoi. Ça roule. Absolument. L'idée, c'était de produire un système de jeu qui soit pas complètement ubuesque, qui soit pas un truc, tu sais, sorti de mon chapeau, un truc totalement dingue. Non, l'idée, c'est de privilégier un jeu simple et fluide pour de raconter, ou en tout cas pour jouer de belles histoires. Parce que l'idée, c'est pas de vous offrir des scénarios linéaires non plus. Alors, du coup, la création de perso, c'est fait, c'est bon. Du coup, t'embrayes sur les histoires. Je t'en prie, Mm. pardon. Alors, c'est bien, hein, c'est pratique, c'est des fois, je reçois des auteurs qui sont pas à l'aise, ou faut leur amener de l'énergie. J'ai la tête dans le cul, mais hop, on lance un sujet, tu déroules, je t'avoue, en termes d'interviewer, tu es 4 étoiles. Je tiens à te Ah, remercier. C'est nickel. ah Donc, bah, je tu t'en me prie, fais plaisir. scénario, clic. Clic. Pardon. Alors en fait, déjà dans le financement participatif, il y a 2 scénarios qui sont fournis. Il n'y a pas de scénario dans les livres de base. Pour une bonne et simple raison, c'est que moi je n'aime pas ça du tout, puisque tu fais ton scénario dans ton livre de base et après ça te fait 8, 10, 15 pages qui ne servent à rien, qui ne servent plus à rien dans ton livre. C'est des pages mortes. Donc moi ce que j'ai préféré faire, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire que on a un tout petit scénario, vraiment juste pour du plaisir, avec l'écran sur un cahier agrafé. Et tu as un scénario qui, là, véritablement, donc ses premiers pas, encore une fois, premier pas, il porte bien son nom. Premier pas est là pour vous apprendre à jouer et à découvrir en même temps l'univers. Bon, bien entendu, il faut que le conteur, lui, ait lu les livres au minimum, mais tu peux prendre une tablée de 4 joueurs qui n'ont ni joué au jeu de rôle, ou alors qui sont des experts en jeu de rôle, mais qui n'ont jamais lu RJROP. Eh bien, le scénario est fait pour eux. On commence avec une feuille de personnage vierge et avec aucune connaissance nécessaire sur la cité. Rien. Et le scénario, lui, va te mener petit à petit à
t'introduire les règles et l'univers de manière ludique et de manière logique, pas à Pas préparer. plus mal, parce que enfin, toi, quelque part, c'est un des défauts d'Argiropé, c'est que vu que c'est tellement gros et puis ficelé, on pourrait se dire, oulala, comment rentrer dans tout ce bazar? Absolument. Ça fait peur, on va pas se mentir. Argiropé, j'ai toujours. Alors, en off, on parlait un peu de la Élite, que je n'ai jamais lu. J'ai jamais eu l'occasion d'ouvrir la Élite, à la fois le Cassius Belli ou la nouvelle édition. Mais par contre, j'ai poncé Samarande dans Nightcrawler. J'ai exploré Exil de long en large. Je me suis fait plaisir avec Écrime, par exemple. Ou Marienbourg, par exemple, dans Warhammer. Et bien, tous ces bouquins, ils ont exactement le même défaut, même si honnêtement, ce sont des bouquins fantastiques. C'est pas le défaut, le terme de défaut est grossier ici, mais aucun de ces livres ne traite la cité de manière exhaustive. C'est toujours un ou deux quartiers décrits, quelques idées sur les lois, sur la justice, la religion qui sont données, mais il n'y a jamais d'exhaustivité, il n'y a jamais le truc complet. C'est ce que j'ai voulu faire avec Argiropé, ce qui fait que le livre est dense. On lit le livre une fois, on comprend l'univers, on comprend la cité, mais il va probablement falloir y revenir pour aller ensuite se remémorer tous les détails importants pour pouvoir faire un travail d'apprentissage personnel de la cité. C'est tout à fait vrai, mais c'était aussi une volonté, c'est d'offrir aux joueurs et aux compteurs un univers qui est complet. Et bah, s'il y a de la complétude, forcément, il y a un petit peu plus d'hermétisme pour rentrer dedans. J'en ai conscience. Il parle bien, hein. Là, je suis une tête à claque. Non, non, mais je trouve que tu présentes bien et tout. Fais conférencier jeu de rôle, c'est classe de t'écouter, quoi. Écoute, ça me fait plaisir. Ah, Euh, tu rougis, pardon, je vais arrêter de dire des conneries. Donc, du coup, ton scénar, il permet justement de rentrer dans un univers complexe ouais, en échappant à la difficulté du MJ qui, une fois qu'il a tout lu, se dit, mon Dieu, je vais être obligé de relire une deuxième fois parce que c'est complexe, et comment je vais utiliser tous ces quartiers. Tu as un voilà. scénario pour ça. Voilà, le premier scénario, premier pas, est spécifiquement fait pour ça. Il est dans un seul quartier, on se focalise sur 4 personnages et on leur apprend les règles et on leur fait découvrir le quartier et en fait, tout simplement, au travers du prisme du quartier, la cité, ses grandes règles, ses malédictions, ses anathèmes, comment elles fonctionnent. On va toucher du bout du doigt un peu tout ça. On ne rentre pas dans les secrets du jeu, pas du tout. L'idée, c'est juste déjà d'arpenter les rues, simplement. Et ensuite, c'est déjà prévu, il y a d'autres suppléments qui vont venir. Tous les suppléments qui viendront sont tous, je le répète, des scénarios, de longs scénarios. Il y aura pas de supplément de contexte, il n'y aura pas de supplément sur tel ou tel machin pour des points de règle ou autre, puisque tout est fourni dans les 2 livres de base. Et tous les scénarios qui vont venir, donc là il y en a 6 qui sont annoncés, qui viendront petit à petit quand déjà finir la campagne de finissement participatif, avec succès si possible. L'idée, c'est de faire vivre des grandes aventures. La prochaine s'appelle Clair de Lune. Et là, on va se focaliser sur l'astronomie et les arts dans Argiropé. Et les joueurs vont mettre de plein pied les mains en fait dans les révolutions de l'astronomie dans Argiropé. Qu'est-ce que l'astronomie a apporté de nouveau en fait dans cette aventure? Et ensuite viennent d'autres aventures, des aventures axées enquête, parce que là, on va être sur un drame, on va pas forcément un drame, on va plutôt être sur un côté exploration, un peu drame et un peu aventure. Le supplément suivant, qui s'appelle Rêve de néant, est une pure enquête avec une tendance thriller. Ensuite, il y aura les crépusculaires, qui là va être de l'action violente et de l'espionnage. Puis le déclin des idéologies, où on va faire de la politique, par exemple, dedans. Donc, tu vois, l'idée, c'est de brasser un maximum aussi de thématiques pour montrer qu'on peut tout faire dans un JROP. Ouais, bah, du coup, je pense que tu as répondu à ma question. Oui, c'est vraiment tes souhaits. Une structure thématique ou est-ce qu'il y a un fil rouge que vous avez prévu ou c'est vraiment du scénario indépendant pour faire découvrir les thématiques? Alors, plusieurs choses. Il n'y a pas de vous, hein. Je suis seul à la barre du jeu, de ce jeu de rôle, même si j'ai reçu l'aide de très nombreuses personnes qui ont été absolument fantastiques. Attends, t'es tout seul pour avoir fait tout ça, quoi. Alors, à l'exception des illustrations, parce que je ne sais pas dessiner, et l'idée du financement participatif, c'était de me rembourser les frais d'illustration, parce que j'ai déjà tout payé, tout a été illustré, tout a été maquetté, comme je te le disais.
L'idée, c'est de me rembourser. J'ai tout fait à fond perdu. J'avais un peu d'argent de côté. J'avais l'envie de me lancer. J'ai tout dépensé en croisant les doigts pour pouvoir me rembourser avec le financement participatif. Donc, les scénarios qui sont publiés n'ont pas de fil rouge. On va pas être dans un univers dit legacy où tu vas avoir un fil rouge entre tous les scénarios qui vont t'amener à une révolution globale de ton univers et après, bah, ton univers est fini. Pas du tout. Chaque scénario va se passer à une saison différente, dans un quartier différent, avec des personnages différents, ou les mêmes si tu as envie de poursuivre les aventures avec tes personnages fétiches, pas de souci. L'idée, c'est simplement qu'on va explorer plein de thématiques pour montrer tout ce qu'on peut faire dans RJROP. Et à chaque fois, à l'exception de Premier Pas, encore une fois, hein, à chaque fois, on va gratter un peu les secrets d'RJROP, donner du grain à moudre aux joueurs pour qu'ils se posent des questions et qu'ensuite, avec le compteur, leur compteur, eh bien, ils continuent à faire des scénarios faits maison pour que le compteur leur fasse découvrir les secrets qu'ils puissent en fait chercher par eux-mêmes. Ok. Et donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est le financement, les 2 livres de base, pas à pas, l'écran. Et ce qu'on va avoir, c'est la chronologie de tes scénarios en sortie en temps et en heure. Alors, je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que tu appelles la chronologie? Bah, ceux que tu nous as énumérés. Ils sont Après, bah, tous. Ouais. justement, ils sont déjà tous écrits. Alors, ils sont pas tous écrits, non. Clair de Lune est écrit, Rêve de Néant est en cours d'écriture, et les illustrations ont commencé pour ces deux-là. Il y a un supplément surprise si on atteint un certain palier dans le financement participatif qui est en cours d'écriture d'illustration. Et dans la page du financement, en fait, tous les suppléments à venir, ils sont tous dans l'ordre globalement chronologique dans lequel ils apparaîtront. Avec en plus ce supplément surprise dont je garde en fait l'élément de surprise pour le moment, qui s'intercalera à un moment donné. Mais oui, tu sais déjà les 6 prochains suppléments qui vont sortir, lesquels lesquels sont. Ok. Ouais, non, mais tu donnes bien envie. Et puis, enfin, le fait d'avoir survolé le background de base, enfin, non, bah ouais, c'est un travail de qualité. Voilà. Après, faudrait que je lise tout pour pouvoir Bien sûr. plus mieux parler. Et puis, ça, c'est complètement de ma faute parce que je t'ai bien cassé les pieds pour l'avoir et tout. Ouais, bah voilà. Et j'ai pas eu le temps. Je suis C'est une bien petite. normal. Après, de toute manière, tu as le PDF, donc j'ai envoyé le premier PDF donc à Benoît, donc celui de l'univers et des secrets. Et bah, il n'y a pas le reste, donc tu vas pouvoir aussi découvrir au fur et à mesure. Mais déjà, tu vas te faire plaisir avec ça, j'espère. En tout cas, l'idée, c'est que c'est ce que j'ai fait avec plusieurs youtubeurs ou critiques. C'est que j'ai envoyé la gamme ou une partie de la gamme. Je leur dis, faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît, faites-en quelque chose. Si ça vous plaît pas, vous avez le droit d'en parler, vraiment leur donner les coups des franches. Et pour le coup, bah, j'ai déjà eu 2 retours sous forme de vidéos d'ailleurs qui ont été publiés, qui ont apparemment le même avis que toi, ce qui m'a fait excessivement plaisir. Et j'ai même eu quelques retours en off de professionnels du monde du jeu de rôle qui m'ont fait aussi vraiment une petite larme à l'œil de voir que le travail était reconnu, puisque bah, c'est le premier jeu de rôle que je publie. Je suis joueur depuis mes 15 ans, donc ça fait 20 ans maintenant. Et depuis le début, je suis maître de jeu, j'ai créé mes univers, mes mondes, mes scénarios depuis fort longtemps. Et là, je me lance et ça fait vraiment plaisir de voir que bah, ça prend le bon chemin. Et Ah, même j'espère. ça m'étonne pas qu'il y ait des bons retours, hein, honnêtement. Enfin, j'ai lu quoi? Ça fait une quarantaine de pages, plus toi des bouts piqués à Ouais, droite et ouais. à gauche, mais l'aisance que tu as à l'oral, enfin, toi, je vais déjà mettre le point dessus tout à l'heure, parce que enfin, tu as aussi une aisance à l'écrit hein, quand tu présentes tes idées, la manière dont tu synthétises certains points pour là, c'est le quartier, les trucs importants, enfin, enfin, je trouve ça important de le souligner parce que y a tellement le côté c'est une ville, c'est une immense ville, elle a plein de secrets, elle a pas de niveau, il y a plein de trucs que ouais, elle a un côté intimidant quoi. Et ça aurait été moins bien écrit, plus en bordel ou plus à 25 mains avec plein de tons différents, ça aurait été sûrement nettement moins digeste. Mm. Et là, en l'occurrence, toi, il y a vraiment une unité. Il y a le fait que tu poses. Enfin, ouais, quand on te lit, en fait, c'est compréhensible. Même en papillonnant, c'était compréhensible. Donc, Ah bah, écoute, c'est un beau compliment, je te remercie. C'est en fait quelque chose que je voulais éviter.
Je te parlais d'Exil la dernière fois. Exil, donc la V1, hein, la V2 devrait sortir dans quelques temps, je crois. J'ai beaucoup aimé enfin, j'ai beaucoup aimé Exil, mais j'ai pas du tout aimé lire le livre pour différentes raisons. En particulier parce que, bah, comme tu dis, c'est plusieurs mains, plusieurs auteurs, ce qui fait que de chapitre en chapitre, le ton change légèrement et que les idées se répètent aussi et que bah, il n'y a pas de cohérence globale sur la manière dont c'est écrit. Même si tout a été relu, lissé, enfin, c'est un excellent travail et je suis excessivement loin de la qualité de ces gens. Mais par contre, c'est vrai que l'idée d'être tout seul à la barre, eh bien, ça me permet d'avoir un contenu global vraiment qui est uniforme. Et c'est ce que je recherchais. Alors du coup, c'est pas, j'arrête avec les fleurs parce que ça fout toujours mal à l'aise, hein. J'aime beaucoup Exil, hein. Les auteurs sont courants, mais enfin, toi, par exemple, il y a une facilité dans Exil qu'il n'y a pas chez toi, c'est que dans Exil, on n'a pas tous les fins mots de l'histoire des Ah, secrets. oui, ce qui m'a Voilà. toujours beaucoup frustré, oui. Voilà. Après, bon, toi, c'est un parti pris, c'est un truc que Oui, les auteurs, ils en sont très. Mais oui, du oui. coup, Il n'y a pas de bah, bien dans un coin et pas bien de l'autre, hein. Il n'y a pas de jugement ici de valeur. Non, non, voilà. chacun a fait différemment, simplement. Mais du coup, alors que ouais, voilà, tu livres un travail avec tout en bloc, tout il est, voilà, tout il est lié, quoi. Ouais. L'idée, en fait, dans RJROP, c'est qu'il va y avoir un secret global très gros, dont tu as conscience maintenant, je crois. Il y a un énorme secret, et de ce secret, eh bien, il y a plein de ramifications, des plus petits secrets qui s'en échappent, qui vont en fait avoir tendance à faire comme les racines d'un arbre. Et le livre de base, lorsqu'il est lu, quand on va pas lire les secrets, eh bien, on a à peine les racines affleurantes à la surface des pavés. Et c'est ça que les joueurs doivent essayer d'attraper, commencer à tirer les racines, se rendre compte que bah, cette racine va à tel autre secret, puis à tel autre secret, ils sont interconnectés. Pourquoi? Et remonter en fait le fil du mystère. Le cahier des secrets, par exemple, c'est pas effectivement, enfin, du coup, je répète, mais histoire de Hmm. venir avec mes sabots, c'est pas t'as 10 secrets différents, c'est Non. effectivement t'as des secrets différents qui sont en fait tous un seul et même gros secret, qui a son historicité, son pourquoi du comment, son voilà. Très exactement. Voilà. Non, non, c'est très. Enfin, du coup, il y a un côté, il y a une cohérence, même, enfin, c'est. J'allais dire une cohérence fantastique, mais même ça en dire à peine trop que je vais fermer ma gueule, quoi. Mais voilà, c'est, c'est lié, c'est bien. Je vais, Ouais, voilà, sinon je vais spoiler malgré moi, donc je vais ouais, fermer ma gueule. faut absolument qu'on évite ça, parce que j'ai Ouais. réussi jusqu'à présent à pas spoiler les grands secrets. Il faut absolument qu'on ne fasse pas ça. Donc voilà, donc on va pas faire ça, parce qu'après je vais être obligé de faire des montages, des cuts, Ouais, c'est chiant de la mort. On tu mets va des pas. copies. Ouais. Mais non, non, bah, de toute façon, putain, ça fait déjà 40 minutes. Non, t'es vraiment très intéressant à écouter. Tu viens faire ta présentation de tes prochains scénars parce que ce sera une joie de t'écouter. D'ici là, je t'aurai lu. Ce serait une meilleure Ouais. chose, toi. Autre chose que survoler et grappiller. Mais je pense que pour tous les gens qui ont aimé justement les univers à grosse cité bien fouillés, putain, on a parlé d'Exil, de l'élite. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser aux qualités de la cité sans nom, mais en plus épais. Voilà, tout simplement. C'est pas le même type de thématique. Je Oui, sais pas si tu connais, mais oui. c'est en. Bah ouais, mais en. J'ai vu ta vidéo dessus. Ah, ok. Je l'ai pas lu, j'ai vu ta vidéo. Ah non, je trouve que t'es vraiment dans ce niveau-là en termes de qualité, mais en beaucoup plus épais, puis en beaucoup plus détaillé, parce que ouais, voilà, quoi, t'as 260 pages, grand malade. Voilà, c'est ça. Mais tout seul, ton psychiatre, il en dit quoi? Parce que. Pardon. Alors, mon psychiatre, c'est ma femme, et heureusement qu'elle est là, hein. Heureusement qu'elle est absolument adorable, parce qu'elle me soutient à fond, elle a la gentillesse de passer mes lubies, et sans elle, j'y serais jamais arrivé. Ouais. On n'est rien sans nos femmes. Ouais, Si jamais, c'est agréable d'être bien accompagné. ouais, si jamais elle regarde, soit con. Dites là, les filles. Non, mais vraiment, bah, voilà. Je te laisse le mot de la fin, j'arrête de faire l'andouille. Mais c'était, enfin voilà, c'était vraiment agréable et surprenant de découvrir ton boulot. Puis bah, j'espère pour toi que ça va bien marcher. Et puis je te dis vraiment merde. Et voilà, je trouve que c'est un travail à découvrir et que toi, t'as beau être passé, je vais continuer à te lire. Voilà. Eh ben écoute, merci, et puis ben promis, je reviendrai vers toi quand je présenterai Clair de Lune, et je te l'enverrai, j'espère que ça t'amusera en tout cas. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés. C'est déjà très gentil à vous d'avoir suivi. Et puis, bah, écoutez, si vous avez envie de découvrir Argyropé, que ce soit son univers, ses règles ou ses secrets, il y a un financement participatif qui court jusqu'au soir du 3 avril. Vous serez les bienvenus si jamais.
Et sinon, bah, c'est pas grave, ça me fait très plaisir d'avoir pu en parler avec vous et de vous avoir présenté mon tout premier jeu de rôle. Et sinon, bah, du coup, les modalités d'achat. Là, j'aurais dû fermer ma gueule, mais Ah, si quelqu'un regarde la vidéo puis se dit, ouais, moi, je m'en fous, j'ai mon système chouchou, est-ce qu'il peut se procurer rien que le background par le financement? ouais, tous les livres sont achetables indépendamment. Et il y a même l'option que PDF si vous voulez. Bon, bah, j'ai fini. Impeccable. Merci N'hésitez Benoît. pas, ça, voilà, ça vaut quand même le détour. Enfin, moi, j'ai très impressionné. Voilà. Respect. Ouais, c'est un interquête de vidéos. Je me suis dit que les deux interviews pour m'enchaîner, c'était un peu violent. Après, j'avais rien de spécial à raconter, donc instant auto-promo, Morak Xenia, c'est bien, mangez-en tous les matins. Ah, je sais plus quoi inventer. Puis sinon, ouais, la polémique qui a agité les rôlistes cette semaine, Mylène Farmer, qui nous refile un de ses clips, une de ses vieilles chansons pour faire le. J'ai pas suivi, j'en ai rien à carrer, hein, c'est juste j'ai vu passer deux trois petits fausses chansons qui étaient rigolotes. J'avais envie de faire la mienne. Je suis paladine, je suis un tieflin. Je suis agile, que je casse des mains. Ça veut rien dire, mais c'est comme une chanson de Mylène Farmer. Donc voilà. Bon, j'arrête mes bêtises. C'était un petit moment de transition pour faire tampon entre deux interviews, parce que sinon c'était un peu violent sans transition. Donc voilà, je vous laisse. Et maintenant c'est Olivier. Salut les gens. Bon, à démarrer. J'attends le compteur. Elle démarre, saleté. Voilà. Salut Olivier, bah donc bienvenue pour cette interview sur ta création de la folie, à savoir Hémisphère. Donc Olivier, aka Alnom 6, c'est à peu C'est près bien. dit correctement. Tu l'as bien prononcé. Bon, bonjour du coup. Bon, bah, je ferme le livre, j'avoue que j'ai les pseudos de l'enfer. Donc tu es là en tant que auteur de jeux de rôle, mais tu es aussi illustrateur. D'ailleurs, les illustrations sont de toi. Alors, Entomologue à tes heures et alors grand malade mental oui. aussi, Alors surtout. oui, ouais, ça c'est bien possible. Par contre, alors, je corrige juste un petit truc. Les illustrations sont dans l'immense majorité de moi, mais il y en a qui sont pas de moi. Il y a Lunart aussi qui a participé un peu sur Ah, les mais plantes et c'est lui qui a fait les illustrations des architectures des différents peuples. me rendons à César ce qui appartient à Non, César, on est d'accord, il a fait du bon boulot, donc je tiens. la moindre des choses. Et du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet, parce que c'est pas Mhm. pour rien que j'ai fait une vidéo avant, et puis hop, on a déjà échangé dessus. Je trouve, alors, non, il y a plusieurs points qu'on rencontre rarement, et il y a un point qui me semble totalement nouveau par rapport à ce que tu me fais comme proposition. Donc Mhm. déjà, le côté on joue des bestioles chelous. Il y a deux, trois jeux où on a eu ça, mais là, enfin, toi, ça va loin, hein. Les blattes géants et les cafards, moi, elles me font peur, tes bestioles, hein. Les symbiotes, elles me font peur. Ah, Il y a des seins carrément. qui font peur. Et l'autre, Ok. t'as l'impression que sa tête, elle peut ressortir, et lui, il fait peur. Donc il y a ça au niveau de ce qu'on peut jouer. On est quand même vraiment sur sur des propositions nouvelles. Et au niveau des mécaniques, tu as une manière de t'approprier puis d'utiliser la narration partagée qui est assez novatrice. Mais on peut encore dire, ah, il y a des sources qu'on peut voir à droite et à gauche. Alors je t'avoue, sur certains points, mon propre jeu qui va sortir, on s'en fout. Enfin, il y a quelque chose de proche où je te rejoins complètement. Enfin, toi, le côté, ce bon vœu 20 à des dés, oh, c'est critique, où on passe du tout à rien. Bah là, ta notion de palier fait qu'en fait, on a une marge de progression dans l'échelonnage de la réussite. De la réussite simple, elle a un peu mieux, elle a beaucoup mieux, elle a beaucoup mieux. Voilà, donc ça, je trouve ça très Ouais. bien. Et le cœur du sujet, je vais enfin fermer ma bouche après, et tu sais que je vais venir là-dessus, les mécaniques de souvenir. Le truc de grand malade, parce que je reprends le bouquin, ah c'est bête, tu m'as pas en retour vidéo, mais tout ça, en gros, hein, bon, on n'était déjà pas d'accord sur comment l'appeler, mais à mes yeux, c'est de l'aide de jeu pour joueurs. Tout ça, c'est tout ce que vos joueurs ont, moins 20 pages, soyons honnêtes, moins 20 pages, tout ce que vos joueurs auront accès comme information en fonction des niveaux de compétences qu'ils ont, des points, de leurs jetons de souvenirs qu'ils vont cramer pour pallier ce qui leur manque, pour gagner des informations sur tout. Les lois des coins, les bestioles, les plantes, les cailloux, pour tout. Pour tout.
Enfin, malade. Les matières, oui. Enfin, ouais. Voilà. Je mets ça les cailloux. Oui, on est d'accord. Ouais. Les matières. C'est-à-dire que, alors on y reviendra après, parce que les matières, en plus, c'est une utilité particulière, mais on y reviendra après. Donc, voilà, comme ça, hop, on reprend. Comme d'hab, hein, avant la vidéo, on discute, puis au bout d'un moment, on se dit merde, mais en fait, là, ce qu'on est en train de discuter, en fait, c'est intéressant par rapport à l'interview. Donc, oui, tu me disais, non, toi, tu vois ça, en fait, le livre 3, vraiment comme un outil du MJ. Oui, alors, après, ça va être dur, ça rentrer un peu dans le détail de comment il est organisé, mais en gros, comme tu as dit, c'est des souvenirs achetés par les joueurs pour leur personnage, mais c'est le meneur qui propose. Donc, le joueur, il va pas feuilleter le livre, en fait. Ah oui, il n'a pas à foutre les mains Voilà, dedans, on est d'accord. c'est en ça que je disais que c'est un outil pour le meneur, quoi, et pas pour le joueur directement. Mais c'est organisé de telle façon que c'est du prêt à jouer. C'est-à-dire qu'on ouvre le bouquin et il y a tout sous la main sans avoir à trier l'info sur de quoi je vais me servir, qu'est-ce que je peux leur dire, qu'est-ce que je ne peux pas leur dire, puisque c'est déjà organisé et avec le système des jetons, ça gère l'aspect qu'est-ce que je peux leur dire. Voilà. Ça, c'est un choix. T'en parles même au début, hein, quand tu dis que c'est pas quelque chose à lire d'une traite. Du coup, il n'y a pas l'aspect encyclopédique. Alors, si, mais pas présenté comme d'habitude. Voilà. Disons que c'est une encyclopédie, mais pas présentée de manière littéraire, de manière ludique. C'est-à-dire pensée toujours comme des aides de jeu, à part la grande histoire du monde qui est plus classique, on va dire, enfin, dans son traitement. Dans sa présentation, oui, voilà. C'est plus littéraire, quoi. Par contre... C'est le début, la fin, pourquoi, voilà. D'où c'est ce cataclysme, qu'est-ce qui se passe donc, voilà. Voilà, avec tous les secrets, donc, enfin, tous les grands secrets. On peut toujours en trouver des petits qui se rajoutent après, mais des gros, il y en a pas. Les secrets cosmiques, on va dire. Voilà, les grands secrets, même des secrets pas forcément hyper énormes, mais qui sont dans le... voilà, qui vont avec. Voilà. Des petits trucs sur certaines organisations, tout ça. Et donc voilà, donc l'idée c'était que le meneur n'ait pas à faire de tri. Du coup, je dirais quelque chose, je présente les pages pendant que tu expliques. Là, par exemple, toi, je suis sur les organisations, page 303. Alors, je vais peut-être le prendre, attends. C'était pour montrer les arborescences. Quoi. À chaque fois, tout il est construit. 2 secondes. Parce que bon, je les ai, moi aussi. Hop. Alors, le livre 3. On prend la page la plus agréable pour toi à présenter. Hein. Oui, non, mais je vais prendre au pif, hein, c'est pas... ouais. C'est un truc avec un peu d'organisation. Les animaux, par exemple. Je t'en prie. Parce que c'est... Hop, on voit bien. Parce qu'il y a toutes les infos un peu... Voilà, avec leur classement, tout ça, pour savoir où les situer dans la classification des animaux du jeu. On voit la page, parce que c'est pareil, hein. Vous vous rendiez compte, ce grand malade mental, il nous a fait quand même un truc, j'ôte toutes les pages pas absolument utiles, genre index, je dégage. Et on est déjà à 478 pages, sans tenir compte des index. Alors... Moi, je vois, enfin, j'arrête pas de te dire malade, c'est pas du tout pour être un casse-pied, mais je trouve que c'est vraiment un boulot... Voilà. Ça, c'est par exemple... c'est les arbres. Ouais, ça, c'est l'arbre de classification. Je sais pas si on voit. Oh, pardon. Faut que tu montes plus. Vas-y, je vais le montrer. Envoie-moi la page que tu veux montrer. C'est 44. Ok. Et puis je la monte bien à l'écran, comme ça tu peux parler. Et après, tu as les pages suivantes où tu as un peu plus de détails. Voilà. En gros, ça, c'est pour créer ses propres animaux ou ses végétaux. Mais j'ai pas ça, page 44. On n'a pas la même version de préimpression. Livre 2. Ah ouais, non, mais je suis en Google. Non, mais c'est bon. Ça, c'est pour les aides de création. Ok. Moi, j'ai encore... Enfin, c'est pas grave, on va peut-être pas tout... Voilà, je pense qu'ils ont... Parce que, attention. Donc, ça, livre 3, c'est effectivement là où tu as toutes les informations que peuvent grappiller les joueurs. Mais livre 2, on a, d'une partie des scénarios, voilà, tout ce qui est en violet, mais tout ce qui est en vert, c'est de l'aide pour MJ, à la création de tout ce que tu veux. En effet. Voilà, je monte bien. Hop. L'immense tableau.
Oui, bah, c'est-à-dire que comme c'est un monde où il n'y a aucun classique, euh, le MJ peut, enfin le meneur, il peut pas dire ah ben vous rencontrez des loups ou un ours ou des trucs qu'il connaît déjà. Euh, donc il faut pouvoir. Alors, il y a une cinquantaine d'animaux de mémoire décrits dans le livre 3, mais 50 pour habiter complètement le monde, ça peut voilà. Donc ça peut être bien de. L'idée c'était de pouvoir aider le meneur à créer des trucs. En fait. Parce qu'on peut pas tout créer sur un monde, c'est pas possible. J'en ai déjà beaucoup fait, je trouve. Ouais, non, mais je rigole. Oui, Voilà. c'est débordant. Quoi. Et en fait, il y a encore plein de trous à remplir. Donc c'est pas plein en fait. On pourrait imaginer que vu la masse de trucs, ce soit étouffant. Enfin, après, bon, ça, j'essaie de ne pas le faire étouffant. Peut-être que tu vas pas être d'accord, hein, mais je voulais pas que ce soit étouffant. C'est-à-dire que malgré tout, c'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de. En fait, c'est assez immense, en fait, le continent. C'est surtout pour ça qu'il y a beaucoup de matière. Euh, mais en fait, sur chaque région, je vais pas hyper détailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas hyper détaillé. Je vais à l'essentiel et ce qui est, je pense, utile en jeu, ce qui peut avoir des intérêts en termes d'intrigue ou en termes de dépaysement. Enfin, ça dépend. Mais donc, du coup, les outils, c'est pour compléter tout ce qui est des écosystèmes. Entre autres, oui, ça, créer des cultures, peut créer des cultures. C'est pas, il y a pas de, il y a pas mal d'endroits où les frontières sont pas forcément hyper bien définies. Il y a même des endroits où il y a plein de trous. Ah, ouais. Euh, Là-dessus, au niveau de créer des cultures, il y a une spécificité qu'on voit pas souvent ailleurs, c'est au oui, niveau des lois. oui, Généralement, dans les jeux de rôle, quand un jeu pense à te dire, ah, c'est vrai qu'on est dans une société, il y a des lois, c'est touché en une page. Ça n'a ouais. pas été ton choix. Hein. Alors, bah, c'est-à-dire qu'alors, les choix ont été faits. Alors, comment dire? Alors, d'abord, pour comprendre, il faut d'abord que je reparte sur un truc de base, une problématique de base que j'ai traitée de manière pas forcément. Je pense que ça s'est déjà fait, mais bon. En gros, le problème des jeux à univers en général, je l'ai déjà dit par ailleurs, je crois que peut-être dans l'autre interview, j'avais déjà dit, c'est pas grave. En gros, le problème souvent des jeux univers, c'est qu'on te dit, ouais, c'est super, c'est gigantesque, c'est génial, il y a plein de trucs et on fait ce qu'on veut. Mais globalement, quand les joueurs ils arrivent sur le truc, ils disent, bon, ben, on ne sait pas trop quoi faire en fait. Parce que c'est un peu, on ne connaît pas quoi. Donc pour se projeter, c'est compliqué. Donc j'ai mis un focus sur 4 types de groupes. Parce que quand on crée les persos, on crée d'abord le groupe. Donc les mercenaires, les explorateurs, les vauriens et les citadins. Et les vauriens et citadins, c'est plutôt de l'intrigue urbaine. Et les citadins, c'est même urbaine, haute sphère sociale. Donc on peut jouer des diplomates, ce genre de choses. Où il y a un scénario, par exemple, où on joue des gens qui sont engagés pour négocier au mieux un contrat de négoce de bois, en gros. Donc on peut jouer des trucs très, comment dirais-je, urbains et sociaux, quoi. Enfin, et du coup, bah, les lois, c'est important, quoi. C'est-à-dire que s'il faut une patente pour vendre dans la rue et que tu vends dans la rue, que tu n'as pas de patente, tu te fais arrêter, quoi. Donc, par exemple. Ah non, mais je dis Euh, souvent que j'aime bien de la cohérence dans les univers. On sent en tout cas que tu as pensé un truc cohérent. Aussi bien oui, d'ailleurs, au niveau des lois, mais au niveau des espèces animales, c'est pas d'aider au sens, oh tiens, il y a une bestiole, elle est rigolote, c'est un monstre. Tous les trucs sont mhm. rattachés à des familles. Ils ont leur gerbe d'origine, Oui, parce que l'arbre de classe, en fait, le problème du jeu, comme je le voyais assez, quand même axé science dans l'approche, euh, je voulais pas que je souhaitais pas que ce soit de la fantaisie au sens où c'est bon, c'est magique, on peut faire n'importe quoi. C'est pas un jugement, hein, mais c'était pas comme ça que je le voulais, quoi. Et donc, il fallait que l'écosystème ait une certaine cohérence d'ensemble. Voilà. Et pour ça, et ça, je dois remercier mon co-auteur Mathieu, qui m'a poussé dans cette direction et qui m'a d'ailleurs aidé aussi pour faire celui des plantes, parce qu'il il est biologie, il a fait de la biologie dans ses études.
Donc il a fait un peu de consulting sur la biologie, même si je connais un peu déjà, mais il m'a aidé, quoi. Et c'est lui qui m'a poussé vers là pour que ce soit, voilà, pour que même si si le meneur crée de nouveaux animaux, tout ça, ou de nouvelles plantes, pardon, ça reste cohérent avec le reste. Et pour ça, du coup, il y a l'arbre qui permet assez rapidement de créer une nouvelle. Alors, évidemment, il n'y a pas l'illustration qui est créée avec, hein, ça, faut se débrouiller, ou faire sans. Non, mais par exemple, il y a la description qui est créée avec. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un exemple, comme toutes les familles ont au moins une espèce d'exemple. Parmi les 50 animaux végétaux, ou les autres végétaux décrits, ça permet d'avoir une idée déjà de la tête que ça a, du moins une version de cette famille-là, quoi. Et puis toi, il y a les points d'anatomie. Rien que quand vous dites ça, en fait, il y a 3 classements ludiques pour t'aider à créer le truc. Tu vas avoir les particularités de la bestiole, son comportement, son anatomie et les traits généraux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des souvenirs. En gros, il y a 2 types de souvenirs. Il y a les souvenirs que j'appelle simples. C'est-à-dire que on paye, on a les infos, quoi. Et il y a les souvenirs fragmentés, c'est-à-dire avec des fragments. On peut acheter certains et pas d'autres. Par exemple, on peut acheter le comportement d'un animal, mais pas son anatomie, parce que, par exemple, ça ne nous intéresse pas. Ou inversement. Voilà. C'est pas forcément tout d'un bloc, en fait, la connaissance. Voilà. Faut que j'arrête de bloquer à tout le temps de pouvoir te ramener sur les souvenirs et puis que je te laisse développer gentiment ta présentation de jeu. Mais je t'avoue, hein, moi, je te l'ai dit en off, je le redis publiquement, c'est vraiment là où je trouve que c'est du jamais vu, en fait, tout simplement. Où tu pourras aller te targuer dans les conventions. Moi, j'ai créé un truc qui n'a jamais été fait. Il n'y a jamais un malade qui a développé assez pour que. Ça, on a déjà vu dans les compétences. Des fois, dans certains jeux, on avait compétences, puis à partir d'à peu près tel niveau, on a à peu près accès à telle info. Par exemple, ça avait été fait sur Agon. Mais toi, tu ne le fais pas sur un mini tableau, sur une petite compétence sur 10 pages, qui fait toutes les compétences. Tu le fais sur un bouquin de plus de 450 pages. C'est-à-dire que ça structure la manière de présenter toutes les informations, en fait. Donc forcément, j'aurais pu faire 450 pages de présentation classique littéraire, quoi, avec des chapitres, des sous-chapitres habituels, quoi. C'est juste que comme j'avais cette structure-là, je m'en suis servi pour présenter tout. Mais du coup, ça aborde complètement, comment dire, ça réinvente pas le jeu de rôle, mais je trouve à la pratique, c'est quand même une nouvelle approche de comment jouer. Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu des choses qui changent, donc oui. C'est-à-dire que alors, c'est-à-dire que il y a un côté explorateur, enfin, comment dirais-je, parce que bon, il y a les explorateurs, les personnages, quoi. Mais j'ai voulu en fait que dans la mécanique du jeu, il y ait un côté exploration par le joueur. Et le fait de choisir ce qu'on achète comme souvenir et comme information donne un pouvoir au joueur sur quoi je vais avoir des infos et quelle partie de l'univers je vais découvrir et pas d'autres. Parce que il me semble que c'est là où tu as une nouvelle approche du truc, c'est que généralement, on débarque dans un univers qu'on ne connaît pas, et en tant que joueur, on est obligé de se bouffer du background pour à peu près connaître le rôle de son personnage. Là, on prend le truc à l'inverse. En tant que joueur, même si on ne connaît pas, notre personnage, lui, il sait des trucs, et toi, en tant que joueur, tu as accès à son savoir utile au cours du scénar, grâce à la mécanique des souvenirs. J'ai à peu près présenté correctement. C'est ça. Alors concrètement, on pourrait dire que ça remplace un jet de connaissances. Hein, je veux dire, c'est un peu le principe. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde, qu'est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais pas, on jette les dés, voilà. Mais je voulais pas l'aider parce que pour 2 raisons. Déjà parce que ça faisait beaucoup de jets de dés. C'était chiant. En plus comme il y avait déjà les actions, tout ça à résoudre, en plus il fallait jeter des dés régulièrement, comme les joueurs eux-mêmes connaissent pas grand-chose, forcément il y a régulièrement des trucs à déterminer, savoir si on sait ou pas, quoi. Tout ce qu'on rencontre, de toute façon, ça n'a pas d'équivalent terrestre. Ouais, voilà. Après, ça ne veut pas dire que dès qu'on rencontre le moins de cailloux, le moins de trucs, on va acheter des souvenirs. Hein. C'est que quand c'est un minimum d'intérêt. Voilà. C'est pour ça que c'est le meneur qui propose. Et c'est pas, tiens, c'est quoi ça, tiens, c'est quoi ça, tiens, c'est quoi ça, tiens, ce brin d'herbe, c'est quoi, c'est pas ça. Tiens, bouffe-toi le bouquin. Oui, puis après, je n'ai pas décrit chaque brin d'herbe. Je veux dire, faut pas déconner non plus. Mais
L'idée, voilà, c'était ça. Et deuxièmement, je trouvais que l'intérêt du jet de dés étant la tension, notamment que ça implique, c'est-à-dire une espèce de tension juste avant de voir le résultat et dire ah, voilà. Je trouvais que pour la connaissance, la tension, c'est pas très raccord en fait. Oh là là, est-ce que je vais savoir? C'est bon. Voilà. Et du coup, j'en ai profité pour introduire quelque chose de plus stratégique mais méta. C'est-à-dire c'est stratégique pour les joueurs, pas pour les personnages. C'est-à-dire que c'est les joueurs, ils vont devoir décider ensemble, parce qu'il y a aussi une réserve commune de jetons, s'ils dépensent ou pas pour les connaissances. Donc, ça engendre des trucs des fois où on tombe sur une petite bestiole et les joueurs passent un quart d'heure alors, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas immersif. C'est vrai. Immersif au sens, ça nous sort, c'est méta, hein, donc c'est les joueurs. Mais c'est sympa. Donc, je n'ai pas cherché à le faire hyper immersif, en fait. C'est pas mon objectif non plus. C'est pas un jeu ambiance. Donc, c'était pas dérangeant. Et en tout cas, ça donne de bons moments où les joueurs discutent en disant, mais est-ce qu'on va acheter ce truc? C'est l'air inoffensif. Donc, mais ouais, mais non, mais quand même, on ne sait pas. Ça se trouve, ça va nous exploser à la gueule. Bon, bref. Voilà. Donc, ça donnait des trucs sympas. Voilà. Et puis, il n'y a pas non plus un souvenir tous les 10 mètres, quoi. Enfin, je veux dire. Ça, j'oserais dire, ça dépend le MJ à sa table, ce qu'il veut faire. Oui, mais enfin, voilà, faut doser quand même. C'est pas fait pour. Voilà. C'est pas fait pour avoir un gros souvenir. Un petit, oui, truc où tu te dis, bon, est-ce que cette matière, ce caillou, il dit quelque chose? Oui, non. Ah, ben, en fait, regarde. Ou cette paroi, tu la regardes. Est-ce que ça. Ah, ouais, ben, ouais, je pense que c'est fragile, donc. Parce que je suis. Toi, Bon, tu ramenais ça au jet de connaissances, mais c'est exactement ça, quoi. Dans un jeu, tu arrives dans une ville, tu vas pas faire un jet de dés tous les 10 pas pour. oui, Est-ce voilà. que tu sais ce que l'autre vend? Est-ce que tu. C'est quand il y a quelque chose d'utile, c'est géré par la mécanique des souvenirs plutôt que par un jet de dés, quoi. C'est ça. Mm. Et l'avantage de ça, de ce côté achat et tout ça, c'est que, bah, du coup, comme je dis, ça permet de structurer l'information. Voilà. Ce qui est souvent alors, je ne vais pas faire de généralité, mais qui est, de mon point de vue, quelque chose qui est pas optimal dans un certain nombre de jeux qui, pour moi, je le dis bien pour moi, Ah, mais c'est bien, on va venir dessus. Hein. sont trop littéraires. En tant Mais c'est pour moi. qu'auteur, on est dans deux camps différents. T'es un loyaliste, je suis un chaotique. Ce mec est ultra structuré, c'est un malade. Non, mais toi, à contrario, mon maquettiste, il est plus comme toi, il adore, enfin, toi, il a plus de 400 jeux de société, il est très, très carré dans sa tête, sa femme est chercheuse, enfin, toi, c'est un carré, quoi. Et dans ma manière d'écrire, il me reprend souvent sur, oui, mais, enfin, je m'exprime mal, oui, il y a des jeux qui sont plus, je vais pas dire à la one again, mais où on aime bien les zones d'ombre, et puis toi, le côté un peu, la vieille old school, là, c'est au MJ de se démerder, il fera sa sauce, on trace les grands traits, voilà. Non, toi, je vais pas dire tout il est prévu, mais c'est quand même ultra carré. Rien que ta manière de formaliser les actions, tu formalises que tout, c'est le joueur versus la réalité, enfin le monde, et toutes les actions vont pouvoir être formalisées. Enfin, tu as une forme de formalisation des actions. Tu expliqueras peut-être mieux que moi, parce que... Ouais, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr d'exactement savoir de ce que tu veux dire, mais ok. Bon. Oui. Non, mais tu venais sur ton côté, justement, que tu trouves que... Enfin, Oui. ouais, des fois, Alors, le en fait, ça manque un peu de structure. Toi, tu es structuré comme gars, quoi. Puis en tant qu'auteur, ça se sent, c'est structuré, ton boulot. Alors, c'est pas... Alors, là, c'est plus de structure pour présenter l'information, en fait, c'est surtout ça. Là, je parlais surtout de ça, en fait. C'est vraiment... moi, j'ai une approche où c'est un jeu. Voilà. Donc, un jeu, ce qu'il a besoin, c'est des aides de jeu. Alors, un peu de lore littéraire pour l'ambiance, tout ça, ça peut être sympa, hein, c'est pas là. Mais c'est, de mon point de vue, pas la part principale. Encore une fois, hein, c'est pour mes. Ah oui, non, mais je t'en prie. Hein. Je fais partie du camp d'en face. Hein, de mon point de vue, c'est le principe. Je ne lis pas un jeu comme un roman, quoi. Je lis un jeu. D'ailleurs, le premier truc que je lis en général, c'est les mécaniques de jeu. C'est pas du tout le. Moi, c'est vraiment l'inverse. Hein. Les mécaniques, c'est le truc que je me lis à la fin parce que tu es obligé, quoi. Alors, c'est souvent
à cause de la présentation, en fait. C'est-à-dire quand je commence à lire et que je vois, oui, machin, les dieux ont créé tout ça, et que je vois que ça dure 50 pages, je fais, voilà, hop, alors, hop, on va passer au système de jeu, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, soyons honnêtes. Ah oui. Voilà, surtout quand c'est du hyper classique, cosmogonie avec les dieux, les machins. Bon, après, c'est des goûts perso, ouais. Il y en a que ça fait kiffer, j'imagine. Mais... Ah oui, non, puis tu vois, c'est marrant parce que c'est deux. Enfin, le jeu de rôle, de toute façon, c'est la rencontre de ces deux abords, enfin, le background et puis les mécaniques de jeu. Et moi, j'ai jamais caché que je suis beaucoup plus fasciné par le background que les mécaniques. Et enfin, toi, c'est pour ça que je suis content de t'accueillir puis que j'essaye d'amener ces terrains là-dessus parce que, ouais, enfin, en tant que gros chaotique, j'ai senti tout ton aspect justement très. Tout il est calé avant. Par exemple, bah, pratiquement tous les auteurs, ils font leur petit tableau de stats dans le coin. Toi, il y a un moment, je me souviens, tu as un tableau où tout il est précalculé en pourcentage pour bien expliquer au MJ Ah, alors oui, non, les là, tu es en train chances de réussite d'essai. voilà, tu es en train de leur faire peur, là. Non, c'est juste... Ah oui, non, mais c'est pas. Non, non, c'est. Non, c'est Oui, juste c'est un vrai. tableau. Non, Le c'est but, c'est vrai. pas d'effrayer les gens. C'est même pas dans le système de jeu. C'est juste une information pour ceux que ça intéresse de connaître les stats des GD, Mm. parce que c'est pas forcément transparent, hein, de les avoir. Donc j'ai mis un petit tableau où il y a les stats des GD en fonction des différences entre la compétence de l'un et la compétence de l'adversaire. Mais c'est tout. C'est juste, comment dire, c'est informatif, mais on peut jouer sans lire le tableau. Hein, c'est aucun. Ah bah oui, ça n'a pas de. Voilà. Voilà, Oui, non, désolé, je le préfère. but, c'est pas de faire peur aux gens. Ouais, c'est juste informatif. Voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir l'info. Donc, Ah, mais je pense qu'il y a plus de gens qui sont. Ah, je sais pas en fait s'il y a plus de gens qui sont ultra règles ou déjà se bouffer des backgrounds. Ça pourrait être intéressant de voir. Puis il y a des gens qui doivent aimer les deux. Hein. oui. Mais après, le, le truc, c'est que enfin, ça reste quand même un jeu à univers. Donc, il y a beaucoup de background, à l'air de rien. Mais il est structuré de manière particulière, effectivement. Ben oui, parce que quand on dit ça, ça fait style le background, tu t'encarres. C'est complètement faux, vu que c'est justement un jeu avec un background. Je te recite, on n'est pas dans un truc d'Heroic Fantasy que tu as déjà vu 50 fois, avec les dieux, les Non. machins, voilà. Tu t'es lâché, tu as fait un truc original. Ah oui, du coup, tu l'as lu, tu le sais. Donc, Voilà. Ben d'ailleurs, au niveau du gros secret du jeu, oui. je ne l'ai vu qu'une fois ailleurs. Alors, on va pas dire parce que Moi, ça risque de je spoiler. dis rien d'autre. Mais si tu veux en off, on regardera. Mais ok. Moi, j'ai au moins un truc qui, je pense, m'a inspiré plus ou moins inconsciemment. Mais Ah, on en parlera en version full spoil quand on sera en pas enregistrement, quoi. Mais non, non, c'est clairement original. C'est un monde original. On joue des bestioles originales à faire peur. Hein. Toi, c'est pareil. Faut pas avoir peur des insectes. Hein. Je sais que toi, t'aimes bien les insectes. Moi, c'est plutôt un truc. Toi, bah, plus Lovecraft, le gros insecte géant, Burke. tu n'es pas obligé de le jouer, ceci dit. Tu peux jouer Ah des oui. humains si tu veux. Ou Oui, non. des hominus. Mais... Puis après, on n'a pas les trucs qui font fuir les arachnophobes. On joue pas non plus des mamans araignées ni tout ça. Non, mais par contre, c'est vrai que ceux qui sont trypophobes, par exemple, peut-être qu'ils vont avoir quelques petits soucis. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que trypophobe. Pas du tout. C'est la peur des petits trous rassemblés, en gros. Ah ouais. Tu vois, genre une ruche d'abeilles, tu vois, enfin, un SNGEP, là, tu vois, c'est plein de petits trous. Ou tout ce qu'il y a, enfin, voilà. Ah, je savais même pas que ça existait, quoi. Si, ça met mal à l'aise un certain nombre de gens. Moi, j'adore ça, mais... Ouais, non, mais Donc, du coup, ouais, les porte-ruches, ils ont un peu ça sur la tête. Donc, du coup, forcément, si tu es tripophobe, tu vas... Ouais, c'est pas non plus hyper gore, hein, attention. Ah bah non. C'est tranquille, hein, mais voilà, ça reste un truc qui peut faire tiquer les tripophobes. Ah oui, parce que bon, enfin, les symbiotes, c'est vraiment ça. Enfin, c'est pas comme dans certains jeux. Enfin, je pensais à Dark Sun, là, mais le symbiote, ça veut dire en fait, tu as des nouveaux pouvoirs grâce à une bestiole qui est sur toi. C'est pas ça du tout. Là, tu as une espèce d'énorme exosquelette en fait, qui est une bestiole, mais dont son cerveau, c'est un agglomérat d'un Un essaim. essaim d'une autre bestiole. Oui.
Et donc le porte-ruche, donc le corps, entre guillemets, ce qu'on appelle le porte-ruche, qui est une espèce, et les solons, donc les seins de bestioles, qui sont une autre espèce. Ces deux espèces sont en symbiose. Voilà. Et tu pourras pas sauver en faisant oh ma bestiole elle est morte donc je vais migrer à voler le corps d'un. Non, tu peux pas. Les bestioles sont symbiotes, elles sont liées. J'ai verrouillé ça, ouais. Ouais, mais j'avais encore le nez dedans hier soir. J'ai bien revu le petit passage où tu l'avais verrouillé. Puis bah c'est pas plus mal parce que sinon en plus ça deviendrait du gros foutoir à gérer. Et puis on perdrait ce côté symbiotique. Là elles sont vraiment symbiotiques quoi. C'est deux créatures liées et c'est pas des parasites, c'est des symbiotes. Alors, mon cher collègue Mathieu me dirait que des fois, la relation entre symbiose et parasitage est parfois floue. Mais oui, on va dire ça. Ouais, voilà. Disons qu'ils ont une relation suffisamment, comment dirais-je, intime pour que l'un ne puisse pas vivre sans l'autre. Ouais. Et ne puisse pas le remplacer non plus, je veux dire. Ouais, Après, il y a des parasites qui crèvent avec leur porteur. Bah, allez, parce que je sais que tu as envie, donc on va parler un peu des règles. On va pas tergiverser pendant 15 ans. Parce que, il m'a briefé avant, je vous le dis. Bon, en gros, les deux gros axes d'originalité, on va dire, en termes de système. Bon, on a un peu parlé des souvenirs déjà, mais je vais y revenir après. C'est en fait, en gros, bon, on jette 2d6, en face, on jette 2d6, il y a des bonus. Bon, ça, jusque-là, rien d'extraordinaire. Si ce n'est que c'est toujours, c'est jamais une difficulté fixe, en fait. C'est toujours 2d6 en face. Enfin, 2d6, on va dire 2d6. Pas se compliquer la vie. Donc, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai pas inventé l'eau chaude. Par contre, j'ai voulu que les joueurs soient plus actifs en termes de narration de leurs actions. Alors, comme dans certains jeux, comme par exemple... et voilà que je perds c'est un jeu... Ah, punaise. C'est un jeu pour jouer du film de Hong Kong, tout ça. Feng Shui. Voilà, Feng Shui. Comme dans Feng Shui, on raconte l'action après avoir jeté les dés. Parce que pour une raison simple, c'est que le jet de dés va déterminer qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Enfin, la marge qu'on a pour raconter, quoi. Alors, dans Feng Shui, c'est beaucoup plus débridé. Voilà. On peut y aller à fond, c'est waouh, ça pète dans tous les sens, tout ça. Donc, c'est triple salto sur l'aile de l'avion. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pas ça. Là, on reste sur des choses plus terre à terre, on va dire, enfin plus réalistes. Et l'idée, c'est que, en fonction de la marge, on peut acheter ce qu'on appelle des narrations. Donc, et une narration, en fait, c'est un morceau de, c'est un droit raconté pour le joueur ou pour le meneur si c'est lui qui a les narrations. Donc, je prends l'exemple du combat. C'est tout de suite parlant. Imaginez, vous faites votre GD, vous avez 4 de marge, ça fait 2 narrations, je ne rentre pas dans le détail, on s'en fout. Vous avez 2 narrations, je dis, j'y mets un gros coup de hache dans la tronche et je le fais tomber par terre. 2 narrations. En termes techniques, ça veut dire, par exemple, un dégât et un malus éphémère. C'est-à-dire, prochaine action, celui qui est tombé par terre, là, il aura moins 2. Mais ce cadre technique, il n'est pas lié forcément à une narration particulière. C'est-à-dire qu'avec un dégât, pareil, au lieu de dire j'y mets un coup de hache dans la tête, j'aurais pu dire avec le manche de ma hache, je lui écrase la tête contre la paroi du mur, contre le mur. En termes techniques, ça fait exactement la même chose. Un dégât. Ça ne change rien. Par contre, en termes de narration, on peut se faire plaisir. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on a réussi en termes techniques, c'est cadré. Du coup, on peut raconter sans se dire est-ce que j'ai réussi, j'ai pas réussi. Si, tu as réussi à faire ça. Donc, tu racontes ce que tu as réussi à faire et pas ce que tu essaies de faire. Voilà. Et ça, c'est un truc, c'est une espèce de petit retournement en termes d'ordre et de savoir. On ne raconte pas avant de faire l'action qu'est-ce qu'on essaie de faire. On raconte juste vite fait, genre, on combat. Oui. Voilà. Tu énonces ton intention, tu fais ton jet de dés. Mais juste vague, voilà, on ne rentre pas dans le détail. Et c'est une fois qu'on sait si on a réussi ou pas et dans quelle mesure on a réussi, qu'on raconte ce qu'on a réussi à faire. Et là, on peut se faire plaisir.
Parce qu'on sait déjà ce qu'on a réussi à faire. Je sais pas si je suis clair. Ah si. Après, c'est peut-être parce que ça me qu'il y a semble du être truc, chose oui. évidente, Bon, mais ouais. Après, mais voilà. c'est C'est très simple, hein, c'est juste on achète des narrations. La marge sert de monnaie en fait pour acheter des narrations. Les narrations, ben, il y a les dégâts, les malus éphémères, durables, voilà, qui gèrent tout en fait. Genre, aussi bien le combat que peut accumuler des bonus par exemple en essayant de séduire quelqu'un. Pour que le prochain coup qu'on lui demande un truc, on a des bonus par exemple. Mais c'est géré exactement la même chose. Voilà. Ouais, après, non, j'allais partir en archéo truc, mais je trouve que c'est une ambiguïté qu'on avait depuis les premiers, tout premiers DD. Tu sais, ce côté, je décris mon action, je jette les dés. Et ben, à cause du concept de critique dans les premiers DD, on avait, je décris mon action, je jette les dés, je modifie ma description antérieure parce qu'il y a un nouvel effet. Bah, toi, tu faisais un échec critique, c'était plus je vise la tête ou j'attaque la tête, c'était j'essaye d'attaquer la tête, mais je glisse au sol. Ou, Non, mais après, c'est pas. Enfin, comment dire? Là, on est sur un choix qui est purement de l'ordre du goût. Enfin, on va dire, il y en a qui vont préférer d'écrire avant. mais ça, je trouve souvent c'est une erreur en jeu de rôle de croire qu'on peut décrire avant de jeter les dés. Enfin, je trouve que c'est déjà ce que portait comme ambiguïté des dés, qui disait tu décris ton action, alors que ça a toujours été on décrit la tentative d'action, et c'est Oui, confirmé ou pas par les dés. c'est Donc, si j'essaie. ton Non, dé il c'est dit tu peux j'essaie de. planter, Voilà. ouais. Mais c'est Mais vrai qu'en tant que ouais. joueur, on a enfin, Souvent, les joueurs ont du mal à. Enfin, c'est pas. Enfin, moins compris. Hein, c'est-à-dire, quand on est dans le truc, on dit je fais ça, je fais ça. Attends, 2 secondes. On jette les dés. Ok, tu as essaye réussi. de faire ça, Voilà. et on va voir si Euh, tu te manges la gueule ou pas. Voilà. Et du coup, voilà, je trouve ça intéressant d'inverser. Et c'est un truc qui a un petit peu perturbé les vieux de la vieille qui ont l'habitude des classiques, on va dire. Hmm. Ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé que on me dise, ah, du coup, ça me. Mais c'est pas que c'était bien ou mal, hein, c'était juste que du coup, ça changeait son habitude, en fait. Ouais. Et en plus, il y a certains jeux qui encouragent, par exemple, à narrer avant pour avoir des bonus. Hmm. Tu vois, plus tu narres bien, par exemple, ah tiens, je t'accorde un bonus. Ben là, non. Du coup, c'est après qu'on se fait plaisir. Pour moi, alors moi j'ai un truc avec la narration, c'est que je veux pas que la narration soit performative. Je suis pas pour les bonus en fonction de la narration, en fait. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Alors, je vais peut-être me faire taper dessus, mais pour moi, la narration, c'est un plaisir du jeu. Il faut pas que ce soit une contrainte parce que j'en rajoute des caisses parce que ça va me faire des bonus. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et ce qui note pas la performance du joueur, au sens, la performance va pas être sur tu décris bien ton action, du genre toi dans ta fiche de personnage divin, tu as plus 5 en littérature. Par contre, il y aura toujours l'enjeu de le joueur qui a une idée débile, il va au devant de problème. Le joueur Ah qui a oui, une non, mais très ça, bonne après, idée. les décisions, ça reste les joueurs. Ça, Ouais. on peut pas. Voilà. Mais par contre, je veux pas que la performance narrative soit un critère technique. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est le côté, C'est-à-dire que timide, pas le mec un timide, peu timide, ouais, expansif, enfin, on pas dit timide, expansif. c'est un peu, ouais, c'est plus que ça. Ça peut être juste sur la qualité de l'imagination ou l'inspiration du moment, ou peu importe. C'est pas forcément intrinsèque aux individus, mais je trouve que c'est dommage de, de rendre la motivation, alors je vais peut-être être un peu technique, mais de rendre la motivation à la narration extrinsèque. Est-ce que ça te parle ou... Ah oui, je pense que ça parlera à tout le monde, quoi. C'est-à-dire Faut pas que extrinsèque, la alors narration, ça soit la carotte qui te fasse gratter ton bonus au jet de dés. voilà, j'explique. C'est-à-dire qu'une narration extrinsèque, c'est-à-dire quand l'avantage, si vous voulez, est extérieur à l'activité elle-même. Voilà. Alors qu'intrinsèque, c'est-à-dire que je fais le truc parce que le faire est déjà en soi ce que ça m'apporte, enfin, le plaisir que ça m'apporte. En gros, je résume. Et du coup, je trouve ça dommage, parce que la narration, ça doit être un plaisir. On le fait si on a envie, et on n'est pas obligé. Si on n'est pas inspiré, parce que sur le moment, on n'a pas envie, on ne le fait pas, c'est pas grave. Ouais, Et tu après, dis, hop, plus un dégât, fin de l'histoire, je le raconte je dis, pas, ouais, je fais un dégât, je rajoute. je le tape avec ma hache. Il n'y a pas besoin d'en faire un roman. Hein. Je veux dire, si on a pas envie, on n'a pas J'habille envie. ça par je tape fort avec ma hache. Et voilà. Oui, tu peux. En fait, le truc, c'est qu'une fois, comme techniquement, c'est cadré en amont, tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, tu ne feras pas plus de dégâts. Mm, mm.
Ouais. Tu peux pas dire j'y arrache la tête, ça c'est sûr, parce que il faut que ce soit cohérent quand même avec le truc, tu l'as pas tué. Tu l'as pas tué, donc t'arraches rien du tout, quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect système de jeu. Bon, après, il y a des petites subtilités, hein, mais on va pas. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. C'est on va dire l'originalité du système de jeu est surtout là, du système de résolution d'action. Et ensuite, donc, il y a la mémoire, donc les souvenirs. Comme je disais, en fait, c'est des jetons. Alors, les joueurs ont chacun des jetons perso qui peuvent être modifiés un peu par des avantages, tout ça, par des particularités de personnages. Mais en gros, normalement, on en a 5 pour la partie, pour la session, qui ne se renouvelle pas. Et ensuite, il y a un pool, une réserve commune, qu'on appelle la mnémosphère, qui, elle, par contre, se régénère petit à petit en fonction. Chaque fois qu'on va proposer des souvenirs, elle se remet un petit peu et on peut piocher dedans. Enfin bon, bref. Voilà. Et donc, il y a une gestion de groupe sur savoir est-ce qu'on achète là ou est-ce qu'on économise pour des souvenirs peut-être plus importants après. Enfin, voilà. Et donc, ça gère tout l'accès une immense partie de l'accès à l'information, en fait, dans le monde. Au-delà de, évidemment, ce que le meneur propose que les joueurs ne peuvent pas savoir, par exemple. Pas tout et le souvenir. Tu arrives à la ville machin, tu vas pas faire vous achetez un souvenir pour connaître le nom de la ville, quoi. C'est vous arrivez à la ville machin, quoi. Oui, voilà, tu donnes quand même des infos gratuites, quoi. C'est pas tout acheté. Voilà, tu peux considérer que ça, ils le savent, et puis voilà, parce qu'ils se sont renseignés, et puis voilà. C'est-à-dire, c'est que, en gros, pour avoir accès à l'information, ils ont deux choix. Soit leurs personnages le savent déjà, donc ils achètent des souvenirs, soit il va falloir qu'ils partent en quête d'infos. Voilà. Ce qui peut être périlleux, ce qui peut prendre du temps, ce qui peut être difficile, ça dépend. Alors que si tu as acheté le souvenir, tu le sais. Voilà. Ouais, moi je trouve qu'on a bien fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop chaotique. Et puis je trouve que je suis bien parti dans tous les sens. Mais bon. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Et je structure, moi c'est bon, je structure. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il a une autre interview. Et puis il y a la présentation du kit. De toute façon, je mets ça en lien au bout. Après, la présentation du kit, vu que vous êtes mangé la présentation du jeu avant, je ne sais pas trop si c'est intéressant. L'autre interview peut être plus rigolote. Et puis voilà, donc je te laisse le mot de la fin et je ferme ma grande bouche. Alors, le mot de la fin, il va bientôt partir en fabrication. Enfin, ma partie à moi, si vous voulez, en tant qu'auteur, illustrateur, maquettiste, tout le bordel, j'ai fini. Enfin, il reste 2-3 bricoles, mais c'est vraiment du détail, quoi. Donc, c'est en attente de fabrication. Donc, on croise les doigts. Voilà. Et accessoirement, vous allez possiblement me revoir bientôt sur la chaîne pour mon jeu suivant. Un jeu beaucoup plus d'ambiance. Alors pour le coup, il en est carrément de l'horreur spatiale, oui. Tout à l'heure, tu m'as saoulé parce que toi, au moment où tu disais oui, alors Hémisphère, c'est pas un jeu d'ambiance, je disais ouais, mais j'avais envie de parler de l'autre parce que du coup, tu changes ton fusil d'épaule et puis tu nous proposes autre chose. Oui, alors vite fait, hein, parce que. Vas-y, on a trop teasé. C'est-à-dire que oui, pour le coup, on est un peu dans les. Voilà. Dans les extrêmes. Là, Hémisphère, c'était un jeu à univers avec des concepts en termes de règles qui étaient tranchés, mais qui se voulaient différents de ce qu'on fait d'habitude. Après, réussi ou pas, ça, c'est pas à moi de juger. Et là, on est sur du jeu à concept. C'est-à-dire, l'idée, c'est en gros, d'émuler, de vivre plutôt un film d'horreur. Alors, un film au sens, on utilise les codes. On ne joue pas des acteurs, hein, comme dans certains jeux. On joue des personnages, comme dans du jeu de rôle classique. Mais dans l'idée de faire, d'émuler au mieux ce qu'on pourrait ressentir en vivant un film d'horreur dans l'espace, quoi, en gros. Donc, il n'y a pas d'univers prédéfini. Il y a un cadre technique, tout ça, mais il n'y a pas de lore, en fait, vraiment. Il y a des intros, mais c'est très léger, quoi. Et c'est avant tout pour émuler un genre. Voilà. Pour émuler du Space Horror, Alien va te bouffer ta gueule. Ouais, ou d'autres trucs plus. Ouais, Event Horizon, Dead Space. Je me retais, je te relaisse le mot de la fin, mais là, c'était un bon, mais voilà. Pour les gens, je me tais. Voilà, le mot de la fin,
je peux pas m'empêcher de faire des mécaniques qui, en plus des mécaniques de résolution d'action. Voilà. Il y a toujours un truc en plus. L'autre, c'était les jetons de souvenirs, tout ça. Ben là, il y a la gestion d'attention qui est un peu particulière sur le prochain. Ah bon, on vous laisse découvrir ça à la prochaine interview. Salut Olivier! Salut!